Yo les potes, yo yo Oh. yo, comment ça va? Bonsoir. Écoute, ça va, on a un petit guest spécial aujourd'hui qu'on va présenter pour ceux qui ne le connaissent pas. Ça change un petit peu. Comment ça va les gars? Ça fait plaisir Bah, d'être écoute, avec vous. super. En tout cas, content que cette petite webcam fasse son taf. C'est ça, hein. Sinon je pourrais pas être là. Ouais, c'est vrai. Du coup, on vous présente 0xygri qui fait partie de l'équipe YouTube, si on peut dire ça comme ça, qui est créateur de contenu chez nous et qui est aussi créateur de contenu à ses heures perdues sur sa chaîne YouTube personnelle. On aura l'occasion d'en discuter. Et aujourd'hui, format comme d'habitude, AT, Fonda, News, mais on parlera un petit peu plus aussi de ce qui se passe, je pense, avec les élections américaines qui arrivent d'une part, mais aussi la réglementation MiCA. Je pense que ça peut être bien d'en parler rapidement. Gros live de bear market, let's go. Bizarre l'ambiance, bizarre. Non mais sur la partie purement prix, là ça c'est assez croustillant. Sur les altes, J'ai un peu l'impression que ça s'emballe pré-élection, tu vois, parce que du coup j'ai regardé, c'est le 5 les élections, donc c'est Ouais. mardi. Mardi. Avec des résultats, je suppose, mardi soir, mercredi. Et Mercredi après, matin. des résultats officiels quelques semaines ou quelques mois après. Mais en tout cas, ce qu'on a vu, c'est que dès que les chances de Trump ont commencé à dump, au ABC sur Polymarket ou le reste, etc., on a vu que le prix a tanké, en fait. Et alors, je sais pas à quel point c'est corrélé ou... qu'est-ce qui est la cause, qu'est-ce qui est la conséquence, peu importe. Mais en tout cas, le dernier top sur BTC, là, c'est le top sur les probabilités de succès de Trump sur Polymarket, en fait. Donc c'est assez intéressant. Et honnêtement, d'un point de vue prix, c'est un peu effrayant. Ouais, c'est bien dit, c'est bien dit. Et... Écoute, peut-être que c'est reculé pour mieux avancer, espérons-le. En tout cas, sur les alts, ça morfle. Hein. Je regardais le prix d'Egenlayer notamment. Egenlayer, c'est dump only pour le moment. Ouais. Terrifiant. Ouais. Et en Tout plus, il y à a pas mal de FUD. Trop de FUD sur Eigenlayer, ils ont libéré des trucs machin. Ça... Tu vas dans les commentaires de Eigenlayer, c'est la folie furieuse, non? C'est ambiance de D'où vient bear le FUD? market. Alors, en gros, ils ont libéré 4% de supply pour les stakers de TH et validateurs, opérateurs, tout ça. Et full FUD. Et en plus, vas-y, c'est un airdrop, donc les gens exitent ça super vite. Du coup, là, le prix, il a tanké, je crois, à moins 20% sur les derniers jours. J'étais en mode, waouh, c'est donc ça le bear market? Waouh. Bah, en fait, je pense que par défaut, historiquement, ce cycle, c'était plutôt une bonne idée de vendre ces airdrops, à part Ouais. Celestia. Ouais. Et dans des conditions de marché où il y a un peu, je sais pas, tu vois, il y a les élections, incertitudes, enfin, tous ces trucs-là et tout. Je pense que la majorité se disent, bon, bah, on va dump ça, hein. Après, c'est un peu des enfants de cœur en termes de libération comparé à TIA. Mais ouais, c'est vrai que c'est un peu violent. Là, j'ai regardé les alts, tout a pris moins 10, je crois. Ouais. Donc c'est assez fou. Mais en tout cas, très content d'avoir 0xygri du coup pour ce live. Du coup, Capet, tu disais que c'est un créateur de contenu, etc. Du coup, justement pour la partie YouTube. Mais en vrai, c'est quelqu'un qui dit surtout beaucoup la partie Fonda, quoi. Parce que qui dit vidéo Fonda dit faire ses devoirs, quoi. Donc c'est cool de t'avoir. Et j'espère que tu pourras nous éclairer sur certains points où on a moins de temps à passer pour Dig. Et du coup, tu pourrais largement nous compléter, je pense, sur ça. Mais Claire. en tout cas, très content de t'avoir et ne le sous-estimez pas dans le chat. Ouais, c'est notre nouveau, c'est cette jeunesse toute fraîche, tu vois. On a du Iril, on a du 0xygri. Ils sont bons, nos jeunes. Mais tu vois, ça me fait plaisir parce que pour l'histoire, Igri, c'est quelqu'un qui s'est un peu fait les dents via Coin Academy aussi. Parce que toi, t'es là depuis 2020, c'est ça, sur ce marché? Moi? Non, ça fait 2022. Je suis arrivé Crash Terra Luna. Ah oui, donc voilà. C'est Bonne vraiment... ambiance, le Crash Terra Luna. Ouais. Donc toi, en fait, t'as découvert ce marché, tu t'es fait pisser dessus, en gros. Ah ouais, c'est l'idée, ouais. Mais t'es toujours là, comme quoi, vous voyez, y en a qui aiment la Golden Shower. Non, je rigole. Ça se fait pas. Wow. Non, mais... Oh, non, mais c'est dur ce marché parce que, tu vois, dans le chat, c'est les habitués beaucoup. Et il y a des gens qui sont accrochés et j'ai eu l'occasion d'en discuter dans d'autres lives. Mais quand tu découvres les cryptos en plein bear, il y en a beaucoup que ça fout dehors, quoi. Tu fais partie des élus qui restent parce que tu te dis qu'il y a quand même de l'avenir sur ce marché, sinon tu serais pas là. Puis commencer par le Fonda, c'est pas la voie la plus simple. Hein. Normalement, on arrive par les shitcoins, par tout ce bordel. J'ai choisi la voie difficile. Je me suis dit, j'ai envie de comprendre l'écosystème. Qui fait ça? Pas grand monde. Et ça fait plaisir. Les gens apprécient. Ça fait plaisir de bosser sur Khan Academy. Les contenus sont de qualité. Les gens apprécient. Donc c'est full bénéf pour tout le monde.
C'est clair. Mais c'est surtout surprenant de voir des gens arriver en bear market. Moi, c'est la bonne attitude, hein, mais en général, ça n'existe pas, quoi. Donc, je me souviens, j'ai vu un tweet d'Asher et c'était en mode Crash Terra Luna, machin, un stablecoin. Je comprends rien, tu vois, je comprends rien. Truc qui dépègue, moins 40%, je sais pas quoi. Je suis en mode, mais moi, je veux en être. Ça a l'air d'être une folie, moi, je veux en être. Et je pense que j'ai une tare dans la tête à ce niveau-là, quoi. Bah ouais, c'est peut-être tu aimes la complexité, t'aimes bien comprendre tout ça et c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui démarrent à 18 ou un peu après 18 parce que généralement avant ils ont pas les sous donc ils se disent pourquoi s'intéresser aux crypto-monnaies si je peux pas mettre de sous dedans quoi. Bah, c'est dur de s'y intéresser sans les sous, honnêtement, on va pas se Ouais. mentir. Enfin, si t'es quelqu'un qui est fondamentalement intéressé par la tech, ou que t'es dev, ou que tu vois, ou je sais pas, t'es dans le produit, enfin bref, t'es dans ce monde-là, en vrai, c'est facile. Mais te toucher par un autre prisme que la tech ou l'argent, c'est. Enfin, en vrai, tout le monde s'intéresse par l'argent, parce que la plupart des gens qui s'intéressent n'ont jamais développé, ne s'intéressent pas trop à comment fonctionne la tech, etc. Donc ouais, assez surprenant, mais écoute, un plaisir. Qu'est-ce qui s'est passé, Capet, cette semaine? Ouais, avant de te répondre sur ça, j'aurais juste une question. Du coup, comment s'est fait ton initiation aux crypto depuis 2022? Comment tu as pu emmagasiner autant d'informations aussi vite? Parce que tu vois, moi, on me dit, Capet, comment tu fais? Bah, moi, ça fait 8 ans que je suis là, que je fais du bouche à oreille, que j'ai construit mon réseau. Toi, tu arrives beaucoup plus tard. Comment on fait pour se mettre à la page? Moi, j'ai commencé en mode full singe. Au début, je regarde que des vidéos YouTube. J'essaie de juste tout comprendre, tout ce qui peut exister, comprendre les fondamentaux, les bitcoins, les Ethereum, les Solana. J'ai voulu tout poncer, etc. pour avoir toutes les bases possibles, comprendre comment naviguer dans l'écosystème, essayer d'avoir un max d'outils. Et après, le truc que je conseille à tout le monde, c'est en mode, prenez un projet que vous avez en portefeuille, un truc qui vous plaît, dans un secteur qui vous plaît. Ça peut être de l'IA, ça peut être de la data availability, peu importe. Et poncez votre truc, essayez d'aller choper de la data et demandez quand vous avez possibilité de parler à des créateurs et tout ça, des conseils pour aller des outils que vous pouvez utiliser et tout un toit, mais commencez par des choses qui vous plaisent et après petit à petit vous tissez des liens, vous commencez à connaître de plus en plus de projets, etc. Et c'est à partir de là qu'on devient un monstre. Ouais. Et voilà, achetez et ensuite faites vos recherches. On a tous commencé comme ça. C'est ça. Bah, globalement, c'est l'état de l'écosystème. Hein, c'est mais classique. Et du coup, au niveau prise de notes, tu t'organises comment? J'ai des onglets de favoris dans tous les sens, beaucoup de signés Twitter surtout. Quand je dois poncer un sujet, je sais que j'ai énormément de signés sur Twitter et je vais rechercher après. J'ai vu des trucs sur Bitcoin, sur Solana, sur machin, sur X projet, sur X truc. Et je peux à partir de là, parce que Twitter c'est une mine d'or quand vous followez des fondateurs de projets, des gens qui parlent de l'écosystème. Twitter c'est trop la folie. Après, il faut juste pas suivre des gens qui vont vous chier des trucs de merde et tout un toit. Mais quand vous avez des personnes de qualité que vous suivez sur Twitter, franchement, Twitter, c'est trop fort pour avoir de l'info de qualité, quoi. En temps réel. En temps réel, ouais. Et autre chose qui est importante, nous, on est full-time avec Picsou, mais toi, tu as un boulot. Et tu arrives à faire tout ça tout en ayant un boulot. Et tu bosses même pas en remote, en plus. Tu vas dans des bureaux. Ouais, j'ai un taf en tant que graphiste que je fais là jusqu'au mois de décembre. Et à côté, je fais toutes les vidéos pour Khan Academy, les shorts que vous voyez, les vidéos que vous voyez sur ma chaîne perso, toutes les recherches. C'est des semaines qui sont terrifiantes. Personne d'humain fait ça. Mais normalement, à partir de janvier, ça devrait être full time et on va pouvoir envoyer encore plus de contenu et tout le truc. Ça s'annonce vraiment exceptionnel. Et non, je lis, c'est pas moi le graphiste de ma chaîne. Je bosse avec des super personnes qui font des super mignas. Mais c'est pas moi parce que j'ai absolument pas le temps de le faire. Mais voilà, ça bosse à côté pour le moment. Comme quoi, c'est possible. Alors après, c'est pas un rythme que tu peux tenir tout le temps, mais en tout cas, tu as su t'en donner les moyens et comme quoi, suffit de s'y mettre et c'est possible. C'est clair. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait cette semaine? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah écoute, moi de mon côté, ça continue de jouer un petit peu à Black Ops 6, on va pas se mentir, hein, on est quasiment Prestige 10 avec Bourrin, donc je pense que demain on va passer Prestige Master en live, ça c'est la première chose. Top de monde en point stratégique. Et côté crypto, bah ça a été surtout des interviews, planification d'interviews. J'en ai fait une avec Abdel, on a parlé d'Ethereum et Starknet, elle est dispo sur ma chaîne. J'ai parlé également avec Artem et Lydian de Hawk Research qui ont lancé Hawk Research, qui est un petit peu un messerie made in France. Bah écoute, on a prévu de faire une autre interview demain avec Valentin Demey de Cube 3, anciennement Cryptost. Je vais essayer d'avoir Iril, Paul Crypto Formation, pas mal d'autres personnes, histoire vraiment de tabasser et reprendre de l'activité sur ma chaîne gaming. Mis à part ça, niveau fonda, et bah je vous spoil pas, vous allez voir ça pendant l'émission. Et vous? Je te laisse commencer, Thomas.
Moi, j'ai fait un gros focus sur Base cette semaine pour sortir ma vidéo justement où je parle de Base. J'ai tout analysé, tout ce qui était possible de trouver, machin. Et j'ai vu qu'il y avait une grosse hype IA. On aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais ils ont Avec vraiment mis plaisir. l'IA au cœur de leur stratégie de développement. Et voilà, j'ai full poncé ça, la stratégie aussi sur la DeFi et tout ce qu'on peut trouver. Donc voilà, j'ai vraiment poncé ça à fond, principalement. Et moi, du coup, bah écoutez, j'étais très bien en long sur BTC, ETH, Solana, jusqu'à ce que le marché décide de nous chier dessus. J'ai pas assez TP au top. Je vous avais dit que j'avais commencé à TP au top pour TP une dizaine de pourcents. Il y a qu'une petite partie qui a été fill sur BTC, légèrement sur Solana, rien du tout sur Ether. Et depuis, j'ai coupé certaines positions. Donc, j'en parlerai probablement sur la partie un peu trading technique et tout. Mais je suis un peu... En fait, je suis assez perplexe sur ce qui se passe là d'un point de vue technique et surtout, on peut aller pré-élection ou post-élection, etc. Enfin, je me pose plein de questions. Peut-être que je me pose des questions au bottom, hein, mais qu'on soit clair. Mais par exemple, ouais, je me demande jusqu'où le marché peut souffrir avant les élections. Qu'est-ce qui se passe dans le scénario où Trump est élu? Qu'est-ce qui se passe dans le cas où Harris est élu? Et en fait, ce qui me fait un peu peur, c'est jusqu'où le marché peut surréagir en fait dans les deux sens. Donc, j'avoue que j'étais serein et bien jusque top. Jusqu'à jeudi, vendredi, et je voulais voir des niveaux tenir, et ils n'ont pas tenu. Et du coup, c'est un peu effrayant sur certains points. Donc voilà, j'en reparlerai, mais je suis assez confus en fait par rapport à ce qui se passe et la clôture weekly surtout qu'on va nous donner. Si vous regardez en hebdo sur BTC, c'est lunaire. Même si on regarde sur Ether, le nombre de lots qu'on accumule, à quel point on est faible, c'est lunaire. Quand on voit l'état des alts sur un retracement de 5-10%, 5% sur BTC, c'est aussi lunaire. Donc bon, après, est-ce qu'on est surpris de la réaction des alts? Je pense pas. Plus trop à ce stade. Ouais. Mais en fait, tu te dis, il y a un environnement bull, j'ai envie de long des alts, et en fait, toutes les alts se font cabosser. Donc en fait, t'arrives à un moment où, genre, même en étant dans un environnement bull, BTC se prend une correction de 4%, et t'as les alts qui sont chiottes, en fait. Et du coup, des fois, c'est un peu la réflexion aussi que j'avais par rapport à ce que Saylor veut mettre en place, par rapport aux inflows des ETF spot, etc. Des fois, tu te demandes, mais pourquoi on se fait chier avec ces putains d'alts quand tu sais que Saylor va acheter 42 milliards sur les 3 prochaines années, en tout cas, c'est son plan. Quand tu sais que t'as genre 25 milliards, peut-être 30 d'inflows massifs par an sur... je généralise un petit peu à partir de ce qu'on a vécu cette année. Je pense pas que ce sera forcément comme ça les prochaines années, mais tu te dis, pourquoi je me casse les couilles avec des alts alors qu'elles se font défoncer au moindre dip sur BTC, et que sur BTC, j'ai un inflow qui est garanti. Alors, encore une fois, peut-être que c'est une réflexion sur le top de la dominance, hein. Mais ça me laisse un peu perplexe. Et enfin, je sais pas. Honnêtement, sur les alts, elles se font tellement cabosser, elles sont tellement nazes face à BTC. Enfin, il y a toujours un N-lock pour te foutre de la gueule. Enfin, ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais. Donc, bon, les gens qui disent Picsou, BTC, ARC, etc. Bon, bah, actuellement, moi, je suis full BTC. Je sais pas pour combien de temps, mais voilà. Mais sur le peu de long que j'ai pris sur les alts, je me suis fait cabosser. Et voilà. Donc, réflexion un petit peu à voix haute sur ce qui se passe sur le marché, mais on en reparlera, j'en suis sûr. C'est surtout que le marché se maximalise d'une certaine façon et que les gens doutent de plus en plus parce que il y a beaucoup d'argent et toujours pas d'app hors DeFi. On en revient toujours au même, c'est stablecoin, DeFi, paiement, stablecoin, DeFi, paiement. Un peu d'IA. Du coup, t'as l'air d'avoir un petit peu pensé le sujet, toi, Aigri. T'as vu des trucs sympas? Le problème, c'est que même dans les apps IA, pour le moment, en fait, on lance des trucs de Golemon, quoi. C'est pour faire des IA qui font des live TikTok à base de memecoin. Je suis en mode, c'est ça ce qu'on a à proposer. Genre, même quand tu dis que des trucs cool, tu tombes sur des trucs de Golemon. Genre, on n'a rien à proposer. Qu'est-ce que tu veux attirer des gens avec ça? C'est trop grave. Ok. C'est dur, c'est rude. Envoyez-toi à zéro. D'un point de vue IA, t'as quand même des trucs sympas. Enfin, mais des trucs qui vont s'inscrire dans la durée, c'est dur. Ouais, mais des apps d'IA, pour le moment, sur Base, tu vois, genre, c'est des virtuals, des trucs qui permettent de lancer des agents autonomes qui font du trading de shitcoin et qui font des live TikTok. T'es en mode, waouh, ok, c'est sympa. Et après, il y a des trucs qui sont live, mais que personne n'utilise vraiment. Il y a vraiment des petits trucs qui sont sympas, tu vois, genre des spectrales en IA, c'est ultra intéressant, mais c'est pas encore live et ça va l'être bientôt, mais ça l'est pas encore.
on est en mode, bah, pour le moment, juste, on s'emmerde, il y a plein de bonnes idées, mais on se fait chier, quoi. Ouais, clairement. Il y a quoi de solide en IA comme projet à tes yeux? C'est quoi? Il y a Bitensor, entre grands guillemets, par défaut, parce que c'est ceux qui ont l'air le plus sérieux et surtout d'avoir le plus de traction. Mais Ouais. enfin, Bon, il y a est-ce la que- IC Alliance aussi. ouais, mais là, Même- ça a même perdu de la si, vitesse, non? Je sais pas. Bah, Je laisse disons que je laisse Gris se prononcer parce que c'est sûrement lui qui a le plus dig. Donc, je la trouve bizarre, l'alliance, ça, quand même. Ouais, Qu'est-ce que j'en tu ai trouves parlé sur bizarre? Khan Academy, mais en fait, je sais pas. Juste, c'est une grosse poignée de main. Et du coup, en fait, à l'intérieur, t'as plein de trucs qui sont ultra différents et personne sait ce qu'il y a. Tu vois, genre Fetch, par exemple, sur le hype des agents autonomes, il aurait dû performer. Et là, maintenant, ça se retrouve couplé à du Singularity plus Océan. Et ça perf pas parce que les gens ils sont en mode, mais il y a quoi dans ce truc-là? Ça pèse 6 milliards, ça avance pas. Qu'est-ce En que fait, je sais tu pas vois? c'est quoi la proposition de valeur, quoi. Ouais, Qu'est-ce c'est que ça, ça fait en juste, fait? Tu vois, qu'est-ce que ça fout là? Ça pèse, je sais pas combien ça pèse de milliards, je crois que c'est 4 milliards ou quelque chose comme ça, et je suis en mode, bah, c'est normal que les gens s'y intéressent pas, on sait pas ce qu'ils font, donc il y a que Bitensor en truc solide, quoi. C'est vrai que du côté de Fetch et de l'Alliance, etc., je vois rien passer dans ma TL. Genre absolument rien. Non, Enfin, rien du tout. donc, et après, c'est quoi? C'est les bots IA qui te créent des meme coins non biaisés, en aucun cas par des humains, c'est ça? Alors que des fois, Ouais. t'as des moves un peu bizarres où on dirait que c'est des humains. Ouais, non mais t'inquiète, c'est décentralisé quand même, donc faut trust le process. Mais en gros, c'est l'idée, c'est en mode on lance des IA qui vont faire des trucs, et pour le moment, les trucs qui marchent, c'est Luna, c'est un truc qui fait des live TikTok, et voilà, c'est une idol japonaise en jupe avec des cheveux bleus, et voilà, ça marche bien, et c'est tout. Putain de sa mère. je l'ai pas vu ça. Je l'ai pas Ah, vu vous ça. avez- Tu nous Les montreras live tout à TikTok, l'heure. j'ai pas vu non plus. Ouais, c'est Tu une nous folie, montreras ouais. tout à l'heure. Je vous montrerai. Ok. On attaque par la tech. On attaque par quoi, du coup, sur cette émission? Chaud de commencer par le Fonda. Eh ben, c'est parti. C'est parti. Tu peux mettre mon écran si tu le souhaites. Ouais, je l'ajoute maintenant. On voit ton écran. C'est parfait. Et ben, on attaque du coup sur l'actualité succinctement. Alors, on commence déjà avec Starknet qui nous a fait une grosse poussée avec 857 transactions par seconde sur son layer 2, en sachant que Starknet actuellement n'a pas encore mis en production Kero Native qui devrait doubler voire tripler ses performances. Très intéressant ici pour plusieurs raisons. La première chose, c'est que du coup, comment ils sont arrivés à ces 857? En fait, il y a un projet dans l'écosystème qui s'appelle Flippy Flop qui est sorti, qui est un petit jeu à la con où en fait tu cliques sur des tuiles, elles se retournent et en fait il faut que tout le monde choisisse une team, ensuite retourne des tuiles pendant que le robot va retourner des tuiles de son côté aussi. Donc c'est aux utilisateurs de battre le robot et en fait à chaque fois que tu cliques, ça fait une transaction on-chain. Donc, Mais du tu coup, peux c'est plus comme ça l'utiliser qu'ils de ont ce que j'ai vu. C'était fermé. J'ai voulu l'utiliser, c'était ouvert, c'était Ouais, ils vont fermé le réouvrir plus tard. récemment. Ouais, ils vont le réouvrir plus tard. Et en Ils mettent à soi, jour. c'est ce que tu expliquais dans ton live avec Abdel que j'ai re-regardé en rediff, qui était vraiment intéressant. C'est en fait, ça me fait un peu penser à la Pixel War. Et du coup, j'ai vu qu'il y avait un autre projet qui Ouais. était un peu style Pixel War. Mais en tout cas, c'est marrant. Mais en tout cas, après, ce qu'il faut garder en tête, c'est que les frais de transaction étaient sponsorisés. Donc, Oui. personne n'a payé les frais de transaction de tout ça. Mais Oui. techniquement, ça montre que le réseau est capable, quoi. Du coup, c'est ça. En fait, c'est un stress test naturel où on fait pas juste des transactions à la con. On pousse les gens à faire quand même une action. Et puis derrière, il y aurait une histoire de jetons airdroppés aux personnes, etc. Donc pourquoi pas, tu vois, ça pousse à l'usage. C'est ce qu'on fait Aptos aussi pour faire leur pic de transactions par seconde. C'est ce qui se passe aussi sur l'écosystème Ton de Telegram avec différentes applications où on vient pousser à faire des transactions tout le temps. Et donc, déjà, on a eu un pic à 857 et puis sur toute une journée, on a eu 127 transactions par seconde. Et là où c'est intéressant, cette donnée-là, c'est qu'on avait déjà vu un layer 3 faire plus de 100 transactions par seconde. Il s'agit de Xai, mais Xai n'est pas un roll-up, c'est un layer 3. Là, c'est la première fois qu'on a un roll-up qui dépasse les 100 transactions par seconde. Je pense que Base va y arriver très très rapidement. Et deuxième chose qui est très intéressante, Du sur coup, c'est de 100 nombreux ou c'est lives... 857 857 en pic, 127 en moyenne sur toute la journée. Ok. Voilà. Et deuxième truc hyper intéressant, comme Starknet est un validity rollup, comme zkSync, et non pas un optimistic rollup, et que eux, ils ont choisi de gérer les transactions avec un mécanisme qu'ils appellent de state diff, et ben en fait, ils postent un moins gros volume de données que par exemple un Base, etc. Et du coup, grâce à ça, ils sont pas limités en fait par la DIA d'Ethereum. C'est-à-dire que on sait que si un optimistic rollup utilisait toute la DIA d'Ethereum avec les fameuses blobs, on ferait du 600 transactions par seconde. Un projet comme Starknet ou zkSync ou d'autres qui vont faire de la state diff pourrait faire potentiellement des milliers, voire des dizaines de milliers de transactions par seconde sans qu'on ait besoin de mettre à jour Ethereum. Donc déjà, on sait que techniquement, Ethereum est capable de
recoller aux performances de Solana. Maintenant, il faut qu'il y ait l'usage derrière, bien sûr. Donc ça, c'est la première chose. Surtout, Ensuite, c'est du ZK, c'est surtout ça la différence. Parce qu'en gros, tout est optimistique jusqu'à maintenant. Enfin, à part quoi, il y a Scroll, ZK Sync, Starknet en gros, qui font du ZK. Donc de montrer que tu peux avoir des frais qui sont bas et beaucoup de TPS sur un ZK, ça pousse un peu à réfléchir de pourquoi on est encore sur de l'optimistique sur le reste. Parce qu'en soi, tu veux tendre vers du ZK, tu veux pas tendre vers genre absolument. une approche optimistique, quoi. Bah, de toute façon, ils vont tous tendre vers du ZK avec risque 0, succinct et compagnie. Donc, en soi. Ils font tous la transition, je crois. De ce que j'ai compris, Optimism, c'est aussi le cas. Enfin, j'ai parlé avec des gens qui travaillent là-bas et tout. Ça avance bien, quoi. De ce que je sais. Mais on verra. Ensuite, donc, on va parler de Tether. Donc, déjà, Tether qui aurait dévoilé les réserves pour backer son stablecoin. Donc, on n'est pas sur des petites réserves. Hein. Bon, on sait qu'aujourd'hui, Tether, c'est 120 milliards de dollars de fonds. Et c'est backé par 82 000 bitcoins, soit 5,5 milliards de dollars de bitcoin, 48 tonnes d'or, soit 4 milliards d'or, et 100 milliards de dollars de bons du trésor américain. Voilà. Donc ça fait pas tout à fait 120 milliards, pas trop capté pourquoi. Mais en tout cas, bon, c'est backé par quelque chose. Pendant très longtemps, on a eu un flux de Tether. Là, on commence à avoir de la transparence. Peut-être qu'ils nous ont fait un fake it until you make it. En tout cas, joli braquage parce qu'aujourd'hui, ils mangent. Hein. Ils font tellement d'oseille que même si leurs réserves n'étaient pas à 100%, maintenant, forcément, elles sont à 100%. Enfin, quand tu fais genre 2 milliards par trimestre, au bout d'un moment... Enfin, c'est ce qu'il a annoncé, Paolo, sur son dernier post où il parle des résultats, etc., sur Twitter. J'invite à regarder le Twitter de Paolo, qui est donc le CEO de Tether. Il disait qu'il y avait... ils ont fait quoi 2,5 milliards de dollars au troisième trimestre. Donc, tu es sur une moyenne aller à entre 7 et 10 à l'année. C'est-à-dire que... c'est quoi, en année, tu fais quoi, 5-7% de deal sur ton supply? Allez, 5 pour être gentil. Donc, je sais même pas te dire. Et on en arrive toujours au plus gros scandale, c'est en vrai, Tether, les gars, moi, je suis content pour vous, hein, mais les 2,5 milliards, ils sont passés où? Ils étaient pas dans notre poche, normalement? Enfin, et c'est pour ça que, en vrai, Tether, on se pose moins ce genre de questions parce que ça marche, tout le monde trade avec, tout le monde échange avec et on est content. Hein. Mais pourquoi ils prennent absolument 100% du yield, quoi. Alors, j'avais parlé avec Jérémy Allaire de Circle qui me disait que grosso merdo, légalement, c'était pas possible. Pourquoi il y en a qui le font maintenant, du coup? Parce qu'ils sont moins gros, moins critiques, moins regardés? Peut-être. Peut-être mais au niveau de la structure, c'est moi, j'oublie pas que chaque année, ils nous volent pour 10 milliards, quoi. En ce moment, globalement. Bah moi, à la limite, qui nous volent, entre parenthèses, bon, c'est leur produit, on l'utilise. Moi, ce qui me fait peur, c'est que... Bah, Tether, faut pas que ça se casse la gueule. Hein. Tether, faut pas que ça se casse la gueule, gros. Oui, bah après, bon, maintenant, je pense pas qu'il y a trop de risques que ça se casse la gueule, vu à quel point ils sont scrutés par les agences gouvernementales. Je pense qu'après l'affaire FTX, ils ont dû se faire encore plus coller au cul. Donc, c'est pas que c'est too big to fail, mais en vrai, je pense que le risque, il était surtout là quand ça grossissait, quand c'était quoi, 2018, 19, 20. Je pense que les risques étaient surtout là. Maintenant, probablement moins de risques, je sais pas. T'as un avis peut-être, Thomas, sur ça? Ouais, mais tu sais, il y a des gens qui disent machin, le DAI distribue et tout ça, mais il faut quand même comprendre que le DAI c'est pas vraiment pareil quand même. Hein. Il y a aussi une partie du RWA et ils peuvent redistribuer parce que justement c'est pas des revenus issus que de bons du trésor américain. Il y a aussi une partie de prêt et de lending. Et ton interview avec Circle, elle était vraiment pertinente là-dessus. Ils étaient en mode la régulation nous empêche. Et quand on regarde, il y en a pas beaucoup qui redistribuent. Hein. Même l'USDC sur Coinbase, je crois il me semble qu'il y a une partie d'île qui est redistribuée, je crois, sur Coinbase avec l'USDC. Mais je crois que c'est parce que Coinbase est régulé et peut le faire. Justement, ils sont agréés pour ça. Donc, en fait, comment je le perçois, c'est un peu genre une sorte de programme, enfin de campagne marketing que Coinbase fait. Et vu que Coinbase est en partie actionnaire de Circle, c'est un peu en mode on prend les bénéfices de la société pour faire une campagne marketing qui résulte en incentive. Du coup, c'est pas genre le yield qu'ils redistribuent, c'est genre de l'argent de leur poche, mais l'argent de leur poche, il vient d'où? Il vient aussi du yield. De leur... Enfin, je sais pas. Qu'est-ce que c'est rouge? Putain, ça me terrifie. Hein. Je suppose qu'ils en gardent aussi sous le capot pour faire leur IPO et redistribuer une fois qu'ils auront des actionnaires après une introduction en bourse. Je pense que c'est aussi ça l'argument. Bref, on verra. On va parler de MiCA maintenant, la fameuse réglementation qui a commencé à se mettre en place en juin sur la partie stablecoin, mais qui va être vraiment actée à partir de fin décembre 2024. On a expliqué dans plein de vidéos, plein d'articles, MiCA, de quoi il s'agit, mais pour faire très très court, en gros, au lieu d'avoir, par exemple, une autorité des marchés financiers en France, une autre en Italie, une autre en Espagne, etc., là, on essaie d'avoir un cadre plus homogène en Europe. Donc, ça va faciliter déjà dans un sens des entreprises
de pouvoir toucher une clientèle européenne. Par contre, ça nécessite du coup énormément de coûts pour se mettre en place, se mettre en conformité et respecter les règles. Donc, il y a des critiques par rapport à Mika, beaucoup de critiques, dont une qui est faite justement par le PDG de Tether, qui nous explique que dans le cas d'un gros émetteur de stablecoin, parce que déjà, il y a gros émetteur de stablecoin et émetteur de stablecoin. Et du coup, Circle avec l'USDC et Tether avec l'USDT font partie des gros. Eux, ils auraient pour obligation de conserver 60% de leurs réserves dans des banques européennes. Et donc, ce qu'ils disaient, c'est que s'ils font ça, en sachant que les banques, elles sont constamment en train de reprêter les fonds qu'on y dépose, si tu as une banque qui fait faillite par effet domino, et Tether prend dans la gueule. Et si Tether prend dans la gueule, le jeton, il dépègue. Comme ça a été le cas, notamment avec l'USDC, quand on avait eu l'histoire avec... De la faillite de la SVB, ouais. de Silicon Valley Bank. Voilà, donc du coup, il est pas grand fan de ça. Il y a aussi des problématiques vis-à-vis de comment faire techniquement. Tu vois, je regardais rapidement sur le Twitter de la Dan Asso. Ils ont fait une communication à ce sujet-là où ils disaient, en gros, cette fois, on parle pas des émetteurs de stablecoin, mais on va parler des entreprises qui gèrent des cryptos. Elles auront pour obligation, en fait, de ne pas faire joujou avec les fonds des clients. Ils vont devoir cantonner les fonds des clients dans des comptes à part, comme dans le système bancaire. C'est-à-dire que quand vous déposez des bitcoins là-bas, ils vont pas faire du yield avec votre bitcoin. Ils vont être obligés de gagner de l'argent sur des frais, mais pas avec ça. Et du coup, ce qui se passe, c'est que ça peut complexifier les opérations. La Dan a dit, on pourrait pas vraiment faire du temps réel, donc ce serait bien qu'il y ait une séparation qui soit faite dans les 5 jours, en mode, tu vois, tu déposes, et puis dans les 5 jours, ça doit être cantonné quelque part en tant qu'entreprise. Bref. Ça va être un gros bourbier. Et j'ai lu plusieurs choses à ce sujet. J'ai pas tout compris. Mais tu vois, typiquement sur le site de l'AMF. Donc, on nous dit, du coup, à compter du 30 décembre 2024, c'est acté. Tu vois, on a un cadre harmonisé. Ça va concerner les émetteurs de stablecoin, les entreprises crypto, etc. Et du coup, ils ont une période transitoire de 18 mois pour passer de enregistrer PSAN à licence PSAN. Et comme on le sait, aujourd'hui, je crois qu'il n'y a qu'une seule entreprise qui a la licence PSAN, c'est SG Forge de Société Générale. C'est l'agrément, enregistrement VS agrément. Ouais. Donc, je traduis pour ceux qui ne comprennent pas de quoi il s'agit. Quand vous êtes une entreprise crypto qui fait de l'achat, de la vente, de l'échange de crypto, etc., vous avez obligation, si vous voulez toucher une clientèle française, de vous enregistrer auprès du régulateur AMF. Et ça doit être pareil partout en Europe, du coup. Donc, vous pouvez par exemple taper liste PSAN AMF sur Internet pour voir les entreprises qui sont enregistrées. En fait, tu deviens une banque. Globalement. Un prestataire de services de paiement, banque, ouais, c'est un statut un petit peu spécial. Alors, ils ont changé leur site, du coup. Je comprends pas trop. Ça a changé. Du coup, je suis perdu. Je voulais vous faire un tuto, mais je suis moi-même du coup, il y a tout de mélangé. Ouais. Non, regarde, retourne dessus. Et toutes les catégories, tu dois mettre le PSAN, je pense. Voilà, PSAN. Et donc, ça, c'est les PSAN. Et après, tu as le PFP qui suppose l'agrément. C'est peut-être ça. À droite, prestataire de services de finance. Ah non, ouais. Agréé, enregistré. Ok. Et agréé, du coup, voilà, on a que SG Forge. Très bien. Très bien, le site de l'AMF. En fait, je suis pas perdu, c'est mieux. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire ? Déjà, de ce que j'en ai compris, à partir de cette fameuse date de 30 décembre 2024, quand tu es enregistré PSAN, déjà, tu n'as le droit de faire ton marketing qu'à la clientèle française, pas européenne. Et c'est seulement quand tu es agréé PSAN que là, tu peux toucher l'Europe. Donc, je m'attends à ce que tu aies beaucoup d'acteurs qui soient obligés de lever le pied sur le marketing le temps que qu'il soit agréé. On le sait, les agréments, ils vont être hyper lents à arriver parce que comme il y a plein de trucs où c'est le bordel, on ne sait pas comment se mettre en place et tout, on va encore passer une année 2025 de merde. Je le sens. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que tu as beaucoup d'acteurs maintenant. Je pense à Bitstamp, Kraken, Coinbase, etc., qui essayent ou ont le MiFID, en fait, qui est genre une sorte de niveau au-dessus, qui s'applique pas qu'à la crypto, mais aussi au reste, pour derrière, justement, offrir des produits dérivés. Et donc, en fait, tu vas te retrouver avec des exchanges crypto qui sont plus ou moins assujettis aux mêmes règles que, en fait, tous les brokers enregistrés sur lesquels tu achètes des actions, en réalité. Et du coup, ce que ça veut dire, c'est aussi des contraintes dans la manière dont ils vont pouvoir en parler publiquement. Donc, ça va être les mots, ça va être à quel point tu as le droit d'être agressif sur les bonus à l'inscription, sur le revenu sharing avec les affiliés, avec toutes ces choses. En fait, tout ça va beaucoup bouger, je pense, sur les 1 à 2 prochaines années. Et je pense que la promotion de ces exchanges-là se feront plus du tout de la même manière qu'aujourd'hui, où c'est
enfin en tout cas dernièrement où c'était un peu freestyle. Là, je pense que ça va être beaucoup plus encadré, tout comme les gens qui mettent en avant, par exemple, les plateformes pour acheter des actions, en fait, où tu es obligé de respecter des guidelines très précises, tu sais, un vocabulaire très précis, et c'est ce qu'on a déjà vu et commencé à voir, notamment au UK de mémoire. Donnée intéressante. Bon, du coup, comme ils ont changé l'interface, on peut pas voir combien d'entreprises ont obtenu l'enregistrement, mais on en a moins de 100. Et regardez le rythme. Regardez le rythme. Le dernier, c'était en juin, puis en avril, on n'en a pas eu d'autres de 2024. Moi, ce que je sens, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir encore plus de centralisation dans les entreprises centralisées du coup, qui proposent de la crypto, avec des grands acteurs qui vont pouvoir assurer les coûts pour se mettre en conformité et du coup vont avaler les petits ou tuer les petits. Donc ça, c'est la première chose. Désolé de te couper, mais en gros, ce qui se passe, c'est que surtout, pourquoi regarder l'AMF alors qu'en fait, tout le monde va avoir l'agrément qui est au niveau européen. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que beaucoup vont chercher l'agrément, je sais pas, en Estonie, en Lituanie, tu vois, dans des pays un peu d'Europe de l'Est, qui sont peut-être légèrement moins regardants, même s'il y a un cadre légal, etc. Ou en tout cas qui sont peut-être plus rapides. Donc c'est pour ça que tu vois cette liste là qu'on regarde aujourd'hui, c'est pas qu'elle fera plus sens, mais que en fait maintenant faut regarder au niveau européen, faut plus du tout regarder au niveau français. C'est vrai. Et je sais pas comment on peut retrouver ça à l'échelle européenne, s'il existe déjà une liste. Donc si vous trouvez quelque chose, n'hésitez pas à nous tweeter, nous le mettre en commentaire YouTube, etc. On regardera ça avec attention. Ensuite, coupé, mais ça me semblait important. T'as bien raison. Non, t'as bien raison, honnêtement. Ensuite, on a Immutable, qui a du coup sorti Immutable X, le jeton, le StarkEx, le Rollup ZK EVM, etc., qui s'est bouffé une petite Wells Notice de la part de la SEC, à leur tour aussi. Comme d'hab, vous avez fait une ICO, c'est pas bien, etc., on vous attaque. Et donc déjà, Immutable, c'est un écosystème très gaming Web3, donc déjà hyper bear pour le gaming Web3, encore. Et puis là aussi, ils vont rentrer dans la guerre avec Coinbase, Consensus, Ripple et les autres contre la SEC pour pouvoir se justifier. Bonne chance à eux du coup. En attendant, je sais pas si Immutable a tanké, mais c'est possible, je pense, à cause de ça. Mais trop gênant la SEC. Hein. Ils avaient attaqué les NFT, ils avaient attaqué OpenSea, ils s'étaient attaqués à... Oui, ils ont attaqué tout ce qui était dispo. Uniswap. Ils sont en mode, ils attaquent tout ce qui est possible d'attaquer. C'est vraiment juste des coups d'épée dans l'eau. C'est... À un moment, il faut lâcher le steak, les gars. Et c'est ce que disait Cryptic sur Twitter, pour ceux qui connaissent Cryptic du coup de Journal du Coin. En fait, il disait que l'ICT arrivait à la fin d'un mandat et du coup, en fait, souvent les attaques s'enchaînaient à la fin du mandat pour derrière dire on a assez prouvé pour justement renégocier le budget qu'ils vont demander pour le prochain mandat. Donc en fait, tu as un système un peu de timing des attaques qui souvent se font beaucoup à la fin du mandat pour justement dire regardez, je fais bien mon travail, voilà, je suis proactif, blablabla, et ensuite avoir plus de budget pour encore plus nous, voilà. et j'ai tendance des fois à expliquer les choses comme si tout le monde savait ce que faisait la SEC, etc. Mais pour ceux qui nous écoutent, qui sont moins habitués, en gros, Immutable va devoir se justifier sur son ancienne ICO, c'est-à-dire son ancienne levée de fonds en jeton, pour dire non, on n'a pas essayé de gruger pour gagner des sous. Parce que l'accusation du régulateur, et elle est de bonne guerre pour beaucoup de projets, pas tous, mais beaucoup de projets, c'est de leur dire, normalement, il y a un système qui est la bourse, par exemple, ou des levées de fonds dans le circuit privé, mais vous devez trouver l'accord d'un banque, de partenaires, vous devez fournir des documents. C'est pas à la ZUB comme ça. En passant par le circuit crypto, c'est plus facile pour vous, mais c'est aussi plus facile d'arnaquer les gens, de s'enrichir, etc. Donc ça doit pas se passer comme ça, vous devez vous justifier. Mais la plus grosse folie, parce que nous, ça arrive entre guillemets pas ou moins en France ou en Europe, c'est que on est en train d'exclure les États-Unis de la crypto. Enfin, en tout cas, d'initiative. Alors, est-ce que c'est pas une bonne chose dans certains cas ? Je laisse chacun en décider. Mais aujourd'hui, quand tu es américain, même si ton protocole est décentralisé, le front-end est bloqué. Tu peux pas utiliser Hyperliquid, tu peux pas utiliser DYDX, Uniswap, je sais pas. Enfin, t'es géobloc de partout. Pour ce qui est des airdrops, t'en exclus. Parce que les Américains, globalement, ils ont... Et puis derrière, en plus, la dinguerie, c'est que sur les airdrops, ils sont pas censés les recevoir, ou en tout cas, la plupart des protocoles maintenant se protègent. Mais quand tu le reçois, t'es censé le vendre instantanément, parce que c'est une plus-value, et t'es censé... tu vas devoir de l'argent sur, limite, le premier prix qui a été coté, en fait. Donc, si tu ne vends pas instantanément ton airdrop, en fait, tu peux te retrouver dans une situation où tu vas être, je sais pas, imaginons que tu as un airdrop de 100 000 balles, tu l'as pas vendu, ça baisse à 50 000 $ ou à 30 000 $, et en fait, toi, tu vas devoir payer des impôts sur les 100 000 $ de plus-value, pas sur les 30 000. Donc, en fait, tu as une incitation économique à vendre les airdrops de ce que je comprends du côté américain. Alors, peut-être que je me trompe, mais moi, c'est ce que j'ai compris en parlant des Américains. Au cas où ça fonde. Et du coup, en plus, ça fond. Mais ouais. Du coup, ça peut aussi expliquer la mécanique des gens qui se débarrassent de leur airdrop très rapidement et ça se reflète sur les prix. De
tous les Ouais. accords. Ensuite, donc, on a Cardano qui se transforme en layer de Bitcoin. Bon, ça vaut le coup de regarder quand même. J'ai pas envie de FUD Cardano parce que Bon, on peut. hein. on se moque beaucoup de Cardano, mais en fait, on se moque pas de Cardano. C'est surtout Charles Hoskinson, qui est le fondateur du projet, qui est un personnage que je trouve détestable à souhait. Pour la petite histoire, c'était quelqu'un qui a cofondé Ethereum avec Vitalik et d'autres et qui s'est autoproclamé CEO d'Ethereum, qui a osé des caisses, etc. Un vrai problème de culte de la personnalité, il a. Et depuis, bon, bah, il a lancé Cardano en mode, moi, je vais faire Ethereum en beaucoup mieux. Pour la recherche, pour les professionnels, ce sera mieux. On est les meilleurs, etc. Et donc maintenant, il bosse avec Bitcoin OS, qui est un petit peu comme BitVM d'une certaine façon. Ce serait une solution de layer de Bitcoin. Par contre, attention, derrière ce bullshit marketing, bah, faut savoir qu'il n'y a pas de grande différence avec ce qui se fait déjà sur BitVM. On n'est pas sur du vrai layer 2, comme ça pourrait être le cas avec un Starknet ou d'autres qui utiliseraient des preuves de fraude ziquées. Gros coup marketing, franchement. Belle branlette intellectuelle, on va pas se mentir. Mais faut regarder quand même. Parce que tu peux pas fade Cardano non plus, dans le sens où Cardano est quand même 12e. Non, on pourrait pas fake Cardano, impossible. Non. Et faut regarder parce que Je n'en tremble pas. nous c'est vrai qu'en France, même en Europe, je pense, on s'en tape pas mal les couilles de Cardano, mais ils ont leur petit public quand même en Asie et aux States. Donc on sait jamais. Voilà. Moi personnellement, j'en ai jamais eu. Je sais que Picsou a bien mangé cycle précédent sur Cardano. Est-ce qu'aujourd'hui tu serais tenté de remettre les pieds sur Cardano, Picsou? Je crois que la question est vite répondue. Bon, la question est vite répondue. Même chose pour Aigri, j'imagine? Mon avocat témoignera pour moi. Ok, c'est bien. C'est bien, c'est professionnel. On enchaîne donc. Ensuite, Vitalik continue de nous publier des bangers qui font très très mal à la tête sur son blog. J'insiste sur le mal de tête. Autant la partie 1, 2, 3, ça allait. J'ai essayé de lire 4, 5, 6. J'avoue que j'ai compris que je faisais pas partie de la zone droite de la courbe des QI. Merci, il n'y a pas de souci. Mais on va quand même vous faire un petit résumé de ce qui se dit dans sa partie 6. Dans la partie 6, il serait question déjà de se protéger contre les attaques quantiques. On en avait déjà parlé avec Abdel dans d'anciennes émissions. Il faut savoir que Ethereum, de par sa logique modulaire aussi, essaie de faire en sorte que chaque bloc puisse être remplacé rapidement dans le besoin. Et donc, toute la partie cryptographie qui pourrait être cassée par l'ordinateur quantique pourrait être remplacée par des technologies résistantes au quantique. Donc, on va dire des technologies post-quantiques. Donc déjà, ça fait partie des plans. Il l'a reprécisé ici. Ensuite, il serait question de quant abstraction natif sur le layer 1 d'Ethereum, puisque pour le moment, c'est pas le cas. Ça nécessiterait un certain chantier. À quoi ça servirait du coup? Ça servirait surtout à améliorer l'expérience utilisateur, notamment. Un exemple très simple mais très parlant, pouvoir payer des frais de gaz avec des jetons autres que de l'Ether. Donc ça, ce serait cool niveau UX. Par contre, est-ce que ce serait pas bear pour l'Ether? Peut-être. Donc ça, c'est un autre sujet à débat. Et il y aurait aussi des modifications du fonctionnement même d'Ethereum qui seraient faites. J'ai vu des trucs, notamment, pas spécialement que dans la partie 6, mais l'idée, ce serait peut-être de dire, bon bah voilà, avant Ethereum, on vous parlait beaucoup d'EVM. Peut-être que plus tard, Ethereum, ce sera EVM, KeroVM et d'autres virtual machines et pas seulement de l'EVM. S'ouvrir à d'autres machines virtuelles pour l'exécution. Donc, gros chantier pour Ethereum. Et sachez que Aigri, qui est avec nous prépare aussi une vidéo sur les 3 premières parties et peut-être 4, 5, 6 si on y arrive. Parce que, encore une fois, ça fait vraiment très mal à la tête et le but, c'est pas de meubler et d'inventer des propos pour sortir une vidéo. C'est soit on maîtrise le sujet, on vous en parle, soit on maîtrise pas et basta. Mais du coup, peut-être que Aigri veut nous parler de l'opium sur les blobs. Ouais, On nous parlera de l'opium sur les biobs. Ouais, on fera un point précis sur ce point-là. Note-le toi bien, ce serait bien qu'on le zappe pas, parce qu'il y a effectivement un peu d'opium sympa sur le fait que les layers 2 pourraient aider à burn beaucoup d'Ether et donc rendre l'Ether de nouveau déflationniste et toute la branlette intellectuelle qui va avec, Ultrasound Money, etc. C'est bullish. Parce que là, c'est vrai qu'Ether en a bien besoin en ce moment. Dernière et quand chose. même, pour préciser, je peux te couper, Capette. Vas-y. Pour être en train d'étudier le blog de Vitalik, je vais faire donc la vidéo sur la partie 1, 2, 3 qui sont les plus simples et qui intellectuellement sont les plus proches de nous. La 406, peut-être un jour.
Mais il y a des choses qui sont ultra intéressantes, ne serait-ce qu'aussi sur la vérification des preuves, sur comment est-ce que Ethereum va pouvoir se décentraliser davantage, permettre à tout le monde d'avoir un node et de vérifier les preuves, etc. Mais c'est la partie 4, 5, 6, très honnêtement, même pour des gens qui sont ultra habitués de la crypto et qui font les efforts et tout ça, c'est vraiment un Doliprane sur 20. Mais en tout cas, à partie 1, 2, 3, vous aurez ça. Je termine le montage juste après le live et vous aurez ça au plus vite dans les prochains jours qui arrivent. Vous avez pas envie de lire ça, vous? Partie 5, Et 6, ça, j'avoue, et ça. c'est compliqué. Franchement, bah Mais merci. c'est incroyable qu'il le fasse publiquement, dans le sens où ça donne une chance à ceux qui veulent s'intéresser d'avoir un support pour s'y intéresser. Et Ouais. tu vois, des gens qui enfin, comment dire, sont impliqués sur des projets aussi mastoc, tu vois, qu'ils aient une approche aussi open source, aussi publique, etc. Bon, tu me diras, du côté dev, open source, enfin, sur plein de trucs, largement en dehors des cryptos, il y a ce genre de choses. Mais en tout cas, en crypto, je trouve que ça fait du bien, quoi. Et en crypto, même sur les autres... Enfin, Anatoly, en vrai, il fait pas ça. Il le fait peut-être d'une autre manière. Il y a Elius. Ouais, blog, mais Elius, c'est un validateur sur Solana, c'est pas Anatoly. Oui, mais Elius est très proche d'Anatoly et je pense qu'ils bossent ensemble. Et sur la partie blog, tu as des explications bien digestes du fonctionnement de tout ce qui se passe sur Ethereum. Tu vois, la gestion Solana, de Solana, pardon, de la parallélisation, de la ZK compression. Ouais, mais là, etc. t'as un des cofondateurs, tu vois, quand même, qui te pond une masterclass technique. Tu vois, moi, en vrai, moi, je trouve ça impressionnant. Et je trouve ça bien de le faire aussi publiquement, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Et du coup, bien, si vous nous écoutez en rediffusion, j'aimerais bien qu'on tape les 15 000 abonnés à horizon décembre sur la chaîne de Coin Academy. En ce moment, la vidéo, elle marche super bien. Donc, ça fait trop plaisir. Et dites-vous qu'on est sur un marché qui est un petit peu cacaboudin. Donc, si on fait ces stats-là, s'il y a un bull qui arrive en 2031 par là, 35, ça va nous mettre vraiment bien. Donc, si vous voulez soutenir, mettez le petit commentaire, surtout. On lit tous vos commentaires, on essaie d'y répondre et ça nous aide à pousser la chaîne. J'enchaîne, on a Consensus qui réduit pas mal ses effectifs et c'est pas les seuls d'ailleurs, on l'a vu. Là, en l'occurrence, il est question de 160 postes qui dégagent. Consensus, c'est qui? C'est l'entreprise privée qui gère une bonne partie des développements sur Ethereum, qui a été créé par Joseph Lubin, qui est un des cofondateurs d'Ethereum. Et du coup, Consensus nous explique que sa bataille avec la SEC, encore une fois, le régulateur américain, bah, ça coûte très cher. Et du coup, bah, il y a du licenciement, mais il nous laisse aussi passer une information qui est très intéressante, c'est que Consensus pense à passer sur un modèle de gouvernance décentralisée, dans le sens où Consensus pourrait devenir un espèce d'État... Network State, en gros, comment je pourrais expliquer ça? En gros, on aurait une grosse DAO qui gérerait les développements d'Ethereum. Et ça, je trouve ça vraiment stylé parce que s'ils le font, je pense que c'est pas très compliqué de le faire maintenant. Au fur et à mesure du temps, on le voit dans les cryptos. Bah, la SEC, elle veut attaquer, ce serait compliqué. Donc, bah, elle attaque bien la fondation Ethereum. Ouais, mais la fondation Ethereum, ça reste centralisé. Ouais, elle attaque le Consensus. C'est physique. C'est physique, un network stake, c'est vraiment l'idée de se dire que c'est un état sans état, quoi. C'est vraiment juste pure liberté. Et en fait, y a pas de responsable, quoi. En fait, c'est juste, ça concerne personne et tu sais pas qui c'est. Et c'est genre full liberté. Et il y a récemment un projet qui avait levé 150 millions de dollars, je crois, pour faire ça. J'ai plus le nom en tête, mais ça pousse dans ce sens-là. Et j'ai plus le nom, mais c'est pas quelque chose de nouveau, mais il y a beaucoup de projets qui s'y mettent et je trouve ça intéressant intellectuellement, en tout cas. Ouais, moi aussi. On verra du coup si ça se fait. On vous tiendra au courant. Ensuite, on a MicroStrategy et Sailor qui prévoit de lever 42 milliards de dollars pour accumuler du Bitcoin sur 3 ans avec un plan appelé 21-21 où il y aurait une partie qui serait une levée avec l'émission de capitaux propres et une autre par endettement. Est-ce que ça, tu es capable de bien l'expliquer, la différence entre capitaux propres et endettement, Picsou? Franchement, moi, pas trop. En fait, de ce que en fait, dans tous les cas, ils vont s'endetter. Ils ont pas la bankroll pour le faire. Donc, dans tous les cas, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des gens qui vont leur prêter et idéalement, ils vont rembourser ces emprunts avec les revenus de la société. Parce qu'en gros, actuellement, la mécanique de ce que je comprends de MicroStrategy, c'est de rembourser une partie des BTC qu'ils achètent avec les revenus traditionnel de la boîte tech est MicroStrategy. Et une autre chose aussi qui les aide, c'est de vendre des actions. Tu vois. Donc, tu vois, d'en émettre et de permettre de rembourser des gens qui empruntent à ce prix-là, enfin, en actions. Et genre, si jamais le prix de l'action est en dessous d'un certain niveau de prix, à ce moment-là, il les paye en cash. Mais moi, de ce que je comprends, c'est payer du BTC avec les revenus de la boîte tradi et payer
payer les BTC avec des actions qui créent de nulle part. Enfin, c'est pas qu'ils les payent en monnaie singe, parce qu'en soi, il y a une sorte de backing quand même qui donne une valeur intrinsèque à la boîte plus ses revenus d'habitude, mais en fait, il émet du token, quoi. De ce que c'est la différence, ouais. En gros, tu as une partie en émission d'actions. Ils vont être en mode, on vous donne 21 milliards en actions MicroStrategy et ça va nous permettre d'acheter du Bitcoin. Et les gens vont forcément acheter parce qu'en fait, vu que c'est backé 1 pour 1, c'est quasiment un risque free, tu vois. Donc les gens vont acheter les actions et le reste, ça va être, ils vont aller voir une banque, ils vont dire on va acheter du Bitcoin. La banque va leur donner les 21 milliards parce que dans tous les cas, grosso modo, ils vont être en mode Bitcoin va monter dans un avenir proche. Donc la banque va être en mode Psartec, on y va, et ils vont lever 42 milliards, et puis voilà, ils vont... 42 milliards, ça me paraît un peu beaucoup, honnêtement. C'est la valo de la boîte, en fait, actuellement. C'est la capitalisation de la boîte sur les marchés publics, et on verra, hein, force à lui. En tout cas, ça nous donne de l'opium, mais ça fait que renforcer le fait que, en fait, il prend une position qui devient un peu dangereuse, tu vois, parce que si un jour ils sont dans une position inconfortable où ils sont obligés de vendre du BTC, ça va secouer le marché, ça va les mettre aussi en difficulté, et tu peux un peu créer une spirale infernale, quoi. Après, je suppose qu'il sait ce qu'il fait, hein, mais... j'ai un peu l'impression qu'il était en levier 2 et il a activé le levier 5, là, tu vois. C'est du seller, hein, c'est couille énorme, hein, et puis on verra. Donc voilà, espérons que ça se passe bien et que BTC monte pour éviter qu'on se fasse casser la gueule. C'est mon analyse de la chose. Et il y avait BitMEX Research avant ce papier-là qui disait que Saylor pourrait être incité ou obligé de vendre des BTC si jamais on descendait à 15 000 $. Mais du coup, je suppose que ça va changer des choses avec ça. Mais ouais, ça c'était avant du coup le post de Saylor cette semaine. Ensuite, on a Canary Capital qui dépose un petit ETF Solana Spot. Voilà, je voulais vous en parler rapidement. Ils sont de plus en plus à le faire. C'est pas les seuls. Il y a aussi Vanek, je crois, qui avait proposé de le faire. Maintenant, pour moi, Osef. Encore une fois, c'est la guéguerre avec la SEC. Pour moi, c'est juste un coup de pression pour pousser la SEC à devoir se justifier sur qu'est-ce que Solana? Est-ce que c'est comme Ethereum ou est-ce que là, on parle d'une security? Mais maintenant, sur du court moyen terme, ça va pas changer grand-chose et je pense que d'autres acteurs vont s'ajouter. Pour moi, c'est du grand OSEF parce que déjà, on n'a pas d'info sur Ethereum actuellement. Donc, pourquoi il y en aurait sur Solana? Et ceux qui se disent, oui, mais c'est différent et tout, ceux qui ont l'argument du staking, oui, mais on touche pas les 2-3% de staking sur le TF Spot Ethereum, c'est pour ça qu'on n'achète pas. Mais tu crois que ce sera encore pire, du coup, sur Ethereum, enfin, sur Solana? Et je sais pas, franchement, j'en suis arrivé à un niveau actuellement, j'en ai rien à foutre. Ce qui me ferait changer mon avis, c'est si jamais on voyait des inflows sur les ETF Ethereum Spot. C'est juste ça qui pourrait changer mon opinion. Yes, donc voilà pour les actualités. Avant que j'enchaîne sur d'autres trucs fonda, est-ce que tu nous parlerais pas, Aigri, de ce fameux marché des blobs? Tu nous donnes un petit peu d'opium, on en a besoin là. Autant que vous voulez. Moi, en tant qu'Ethereum Maxi, c'est mon devoir à ce niveau-là. Tu peux couper mon écran si tu veux, Picsou, et tu peux ajouter le tien. Tac, c'est partagé, tu peux le montrer. Partager. Ouais. Oh, cette régie de fou furieux. Cette régie de fou. Donc ça, c'est Ethereum Blob Simulator. Je peux vous mettre je mettrai le lien que Picsou pourra envoyer dans le chat. En gros, ça permet de simuler la consommation de blobs. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un moment où actuellement sur Ethereum, donc les roll-up, les layer 2, ils posent leurs données dessus. Sauf que si on additionne tous les roll-up et qu'on est bullish dans certains scénarios, il y a un moment où il n'y a pas la place et il faut brûler de l'Ether pour passer devant les autres. Ça fonctionne comme pour les transactions, c'est pareil. Et du coup, on a ce site que du coup, on vous a partagé, que je vous montre à l'écran, qui permet de simuler la demande potentielle pour des roll-up dans des cas où il y aurait beaucoup de transactions, beaucoup de demandes et beaucoup d'utilisation du réseau. Donc là, par exemple, donc le site, il est en base case, donc on est par exemple à 200 TPS en demande au total sur tous les roll-up. Mais si par exemple, on change les paramètres et qu'on se dit, par exemple, base, c'est déjà 80-100 TPS. Starknet, on a vu tout à l'heure, c'était 124 TPS en moyenne sur une journée. Mais ça, c'est des scénarios qui sont encore assez bearish parce que comme c'est i16z dans leur rapport sur la crypto, ils disaient qu'on-chain on était 40 millions de personnes et ils disaient qu'il y avait la place, enfin il y a un moment il y a des milliards de gens qui vont arriver on-chain. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que déjà la demande par TPS par rollup, elle peut être même déjà 200 TPS par rollup. On peut imaginer que c'est déjà un scénario positif, mais c'est encore relativement petit. 4000 TPS aujourd'hui, ça se fait largement et il y a des réseaux qui font bien plus déjà. Et là, on parle juste des layers 2 Ethereum, il y en a d'autres qui vont s'ajouter et c'est justement pour ça qu'Ethereum est extrêmement positif. C'est que tous les layers 2 vont s'additionner, rajouter de la demande, etc. Ce qui peut être en plus, ça peut être de la demande par des IA
et pas seulement par des êtres humains. Ça peut être juste des bots qui font des transactions, du trading, etc. Donc, il ne faut pas forcément le voir comme juste des êtres humains qui font des transactions, mais comme juste des entités de manière générale. Et donc là, déjà, si on passe à 200 TPS sur 20 roll-up et qu'on est à la limite actuelle de 3 blobs par bloc, comme actuellement, vous voyez qu'on brûle 210 millions d'Ethereum par an. C'est genre énorme. C'est écrit par jour. Pardon, par jour. Par jour. Et c'est pour ça que c'est impossible parce que justement, il faut jouer aussi avec les blocs par bloc. Parce qu'évidemment, avoir 4000 TPS, ça demande d'avoir beaucoup plus de données à stocker. Donc, il faut additionner ça. Et à court terme, Ethereum déjà serait à 12 blobs par bloc maximum. Ce serait 4 fois plus que ce qu'on a actuellement. Il faut que tu mettes à jour le target blobs par bloc, je pense. Par rapport au max blobs. Ah, c'est là. Tac. À gauche, je veux dire. Ouais, celui-là. Voilà. Pas facile. Du coup, même si... En vrai, l'outil n'est pas ultra simple à utiliser, mais une fois qu'on a compris la logique, ça va tout seul en vrai. Mais du coup, regardez, même si on... Donc là, ça fait... On imagine que c'est 20 blocs qui sont target en utilisation, ce qui veut dire à peu près x5, x6 par rapport à ce qu'on a maintenant. Ça fait quand même 70 millions de dollars d'Ether brûlés par jour et des transactions qui restent à 70 centimes, ce qui est OK tiers, c'est ce qu'il y avait avant le merge. Mais il faut bien comprendre que même si on rajoute encore plus de blobs pour d'autant plus de stockage, on peut arriver rapidement à des situations où en fait on est flat sur Ethereum, on brûle de quoi contrer l'émission d'Ethereum par an. Là, par exemple, même juste avec 118 blobs et 60 en utilisation, ça fait tout de même 3,5 millions par jour. Et du coup, on brûle autant d'Ethereum qu'il y en a. Et en plus, on a toujours des transactions qui sont ultra peu chères. Et je pense que les gens sous-estiment la capacité des roll-up à accueillir beaucoup de demandes, surtout si on met beaucoup de transactions, beaucoup de bots et beaucoup d'IA qui vont arriver sur les blockchains. Et voilà, ça c'est un petit dashboard que j'ai vu passer, que je trouve intéressant. Et après, bon, il y a plein de considérations à prendre en compte. Il faut aussi prendre la taille des transactions, etc. C'est dans la roadmap d'Ethereum. Mais bref. Si tu veux faire une simulation à 1 an, pour toi, ça ressemble à quoi? À 1 an, bah déjà, nombre de roll-up, je pense que déjà actuellement, on a plus de roll-up. Je pense que déjà 200 TPS, si on y arrive, c'est bien. Par exemple, Base, je sais que d'ici 1 an, ils devraient augmenter, ils devraient au moins, à minima, quadrupler leur demande. Donc ça ferait genre 400 TPS et on peut imaginer plusieurs roll-up qui ont ces genres de TPS très facilement. Donc là, et en plus, du coup, il faudrait réduire peut-être les target blobs parce que à court terme, on ne serait pas capable d'aller bien au-dessus. Il faut voir aussi comment ça réagit, mais ouais, c'est des émissions c'est des burns qui est de 90 millions par jour. Tu peux mettre 8 au lieu de 12 en target block. Tu peux mettre 8. Et en termes de TPS, mettons pour quelque chose comme 1500 TPS. Ça me paraît... Ouais, au total, tu veux dire, sur 20 roll-up? Ouais, peu importe, tu vois. Et déjà, 1500 TPS, c'est peu, genre c'est ultra peu, mais ça montre déjà qu'on a des limites qui sont atteintes sur le stockage et de l'Ether qui sera brûlé en période de bull market. J'ai franchement aucun doute sur le fait qu'il peut y en avoir. Alors, est-ce qu'il y en a autant qu'avant la mise à jour des blobs? Sûrement pas. Mais vous voyez quand même qu'il y a des transactions qui sont moins d'$1. C'est ok, 63 centimes, ça reste cher, mais c'est la contrepartie d'avoir beaucoup d'Ether brûlés et d'avoir le côté déflationniste qui revient. Et c'est des scénarios qui sont pas ultra optimiste, ce que je vous dis là, c'est vraiment pour moi des base case, quoi. Question, du coup aussi, imaginons on a plus de roll-up, plus de TPS en moyenne par roll-up, voilà, etc. Enfin, globalement, l'argent qui va être brûlé, c'est des L2 qui vont devoir payer ces blobs, quoi. Mais du coup, peut-être qu'à un moment, ils vont se dire que c'est juste trop cher et ils passeront sur d'autres solutions. Est-ce que les solutions genre Degendies, Celestia, etc., genre c'est à mettre en comparaison ou en support, ou est-ce que je suis hors sujet? Alors, un roll-up ne vient pas stocker ailleurs qu'Ether. Okay. Sinon, c'est plus un roll-up. Sinon, c'est un Validium ou un Celestia. Mais si ça revient trop cher, est-ce que ils seraient prêts à... Eux payent pas plus, ça va juste se répercuter sur le prix de la transaction que tu payes toi. Mais eux payent... Ils vont avoir plus de revenus, quoi. Non, pas forcément, ils vont avoir plus de dépenses parce qu'évidemment, ça va coûter plus cher de stocker sur Ethereum. En fait, ce sera juste un niveau flat, c'est juste qu'on va se retrouver dans une situation type 2021 où ce sera pas sur le layer 1 mais sur le layer 2 et on va pas payer 100 balles de frais, mais au lieu de payer quelques centimes, tu vas payer 20 centimes, 30 centimes, etc. Très stylé. Bah écoute, merci pour cette présentation. Je vais enchaîner rapidement sur la partie fonda. Il y a quelques trucs sympas. On peut remettre mon écran. Je sais pas si on l'a totalement kick ou pas. Ouais. Je vais le remettre. Tu peux le remettre. Je te remercie, frérot. C'est bon. Donc déjà, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner. Je fais le forcing, je m'excuse pour certains, c'est chiant, mais en fait, ça marche et ça se voit sur les stats en ce moment. On fait des belles stats, je suis vraiment trop content. Ensuite, du coup, on a une petite enquête sur MrBeast. Alors, je sais pas si vous avez suivi ça, mais c'est quand même intéressant.
Intéressant. Alors après, on est sur le marché des cryptos. On sait que les gens, ils aiment bien tailler des énormes vestes à des gens qui sont connus, etc. Là, disons que la vérité, elle se trouve un peu entre MrBeast, c'est un gros fils de Bip, et franchement, foutez la paix à MrBeast. J'explique. Mais il a pas fait la promotion de ses cryptos aussi. Il a juste fait de l'investissement, non? En gros, non, il a fait des petits tweets où il répondait à certains comptes, il poussait certains trucs, etc. Il s'est associé avec certains projets aussi, hein, notamment Ternoa d'ailleurs. Hein. Donc oui, en fait, c'est juste que des fois, on le reproche d'avoir utilisé son énorme visibilité pour pumper des jetons. D'autres fois, il a pu rentrer tôt sur des projets. Tu sais, comme ça avait été le cas avec le pseudo-scandale Cryptomatrix, où tu sais, il avait pu investir tôt sur certains projets. Les projets, ils ont explosé ensuite, donc il a pu vendre et prendre des ronds. Il y a des projets en commun d'ailleurs. Hein. Il y a Polkamon, il y a Eternity Chain qui était beaucoup couvert d'ailleurs dans le CTFR, etc. Donc tu vois, il y a des fois, t'es en mode, ouais, enfin le gars a le droit de gagner de l'argent aussi, tu vois. Mais il y a des fois, parce que c'est un gros morceau qui a été publié, il y a des fois, t'es en mode, bon, un peu abusé. Après, c'est trop facile de lui tomber dessus parce que, en gros, ça voudrait dire t'es connu, t'as plus le droit de faire quoi que ce soit sur les réseaux sociaux, tu vois. Là, en l'occurrence, il a répondu à des tweets et depuis, t'as certains tweets qui ont été supprimés. Et il y a aussi un lien entre lui, KSI, Lazare et d'autres. Donc, on l'accuse d'avoir bien mangé en ayant identifié des wallets qui sont à lui et d'avoir mangé à peu près 23 millions de dollars en fait. Alors après, on parle de promotion, c'est pas que des promotions, mais il y a beaucoup de promotions. C'est surtout ça le problème, à la fois qu'il investisse tôt et qu'il vende, je vois pas trop le problème. Le problème, à la limite, c'est qu'il ait fait la promotion de ces trucs-là, tu vois. Et ça, j'ai pas vu en fait les formes de promotion, parce qu'en gros là, la recherche on-chain, elle fait le lien entre un NFT qu'il a acheté et du coup un wallet qu'il contenait, et du coup deux wallets qui sont liés, qui eux ont fait de l'investissement, etc. Ouais, quand même. Est-ce que je suis surpris? Écoute, faut bien qu'il mange aussi. Après, le problème, si tu veux, le vrai problème, parce que c'est un truc qu'on pourrait nous le remettre dans la gueule à nous, c'est mis dans la gueule d'Asher dans certains cas, c'est mis dans la gueule d'autres. Je dis Asher parce que c'est le plus connu dans le CTFR. C'est que quand le jeton il monte, ça va, mais quand le jeton il descend et que l'influenceur il a vendu au top, c'est le roi des fils de pute en fait. Tu vois, c'est ça le sujet. Il a parlé de plein de projets. J'imagine que dans les projets, il y croyait, tu vois. Sinon, il en aurait pas parlé, logique. Après, voilà, ça fond. Hein. Nous aussi, on a parlé de trucs. Des fois, ça fond et c'est le marché des crypto-monnaies. Donc, est-ce qu'il faut nous attaquer nous? Est-ce qu'il faut attaquer tout le monde? Est-ce que c'est la fin de l'influence? Je sais pas trop quoi dire, tu vois. Non, le problème, c'est si jamais il a fait la promotion et qu'il dumpe en même temps, quoi. Ou qu'il a fait la promotion et qu'il la dumpe rapidement après. Pour moi, c'est ça le problème. Qu'il fasse de l'argent, voilà. Après, si justement il a menti à sa communauté ou qu'il faisait la promotion d'un truc en même temps où il vendait, etc., c'est un autre sujet. C'est ça. Ensuite, on a eu un petit dépôt d'ETF XRP. Et on imagine que vu le succès de l'ETF Ether, ça va très très bien marcher s'il sort. On a l'inflation qui a un tout petit peu monté en France. On était à 1,9% le mois dernier. On est repassé à 2%. Bon, c'est pas non plus la panique à bord, mais il faut quand même surveiller. Pour ce qui est de l'évolution des taux, je crois pas qu'on ait encore de nouvelles à ce niveau-là. Non, je crois que tu as le FOMC et pas mal de trucs à quelques jours après les élections de mémoire. Faudrait que je regarde sur Forex Factory ou un truc comme ça, mais je pense que l'enjeu de la discussion, c'est surtout les élections, quoi. Surtout les élections, on voit que ça se resserre. En vrai, je suis pas étonné. Enfin, c'est pour ça que moi, je sortais justement sur DYDX les probabilités de Trump de gagner. J'ai clôturé d'ailleurs à 0,53 en moyenne, 0,53, 0,54. Parce qu'en gros, j'ai un peu l'impression qu'il y avait une echo chamber où en fait tout le monde se hypait, tout le monde était très bull Trump, surtout en crypto. Et puis, tu vois, derrière, il y a aussi la réalité, les sondages, etc., tu vois, qui sont moins liés à la crypto, tu vois, alors qu'ils ont peut-être le biais Harris, qu'on se le dise, mais tout le monde a un biais d'une certaine manière. Et du coup, j'ai trouvé ça intéressant. Donc, on va voir, mais je pense que le marché va être très lié aux élections présidentielles à court terme. Je pense pas que long terme sera un... Je pense que si Trump est élu, quand même, ça va débloquer des choses d'un point de vue SEC, d'un point de vue chairman de la SEC. Ça va diriger la SEC. Ça va avoir un impact, je pense, probablement sur les ETF, mais ça, je pense pas que ça va changer grand-chose. Ça va avoir un impact sur est-ce que le gouvernement américain va vendre des BTC ou pas. Ça, je pense que Trump le aura. Après, pour ce qui est de créer une réserve stratégique, parce que c'est ça la promesse de Trump. Ouais. C'est Free Ross, donc c'est Ross Ulbricht, ouais. qui est en prison. Le créateur de Silk Road, il veut le libérer. Ensuite, il veut que le gouvernement américain ne vende pas ses bitcoins, qu'on dégage Gensler, et ensuite que on achète du BTC, enfin que eux ils achètent du BTC tous les jours. En gros, c'est toutes ces promesses là.
Dans ce qui va tenir, je pense il y a moyen qu'il y ait une bonne moitié qui soit tenue, mais les plus intrigantes, notamment d'acheter du BTC et de créer une réserve stratégique, ça, mais pour nous, c'est le cas, mais voilà. Donc t'as des choses qui sont plutôt positives quand même. Donc, s'il est élu, je pense que ça aura un impact positif, mais à long terme, moyen terme, je pense que ça se lissera. Si Harris est élu, par contre, je pense que, je sais pas si le marché price ça actuellement. Je sais pas si c'est ce que je me demande. Pourrait être surpris. Vu les polymarket et de trucs, j'ai tendance à croire que le marché le price peu. Enfin, je sais pas. En fait, c'est compliqué, en tout cas, pour le moment, de se projeter parce que on verra de toute façon le jour des élections, mardi ou mercredi pour nous en France. Tout ce qui est marché de Paris, ça price le fait que Trump va gagner. En même temps, le marché a intérêt à ce que Trump gagne parce qu'il y a des intérêts économiques sous-jacents qui sont assez évidents. Pour ce qui est de la géopolitique, t'entendras tout et son contraire. Je vais pas rentrer sur ce terrain-là. Moi, pour avoir discuté avec ma famille, toute ma famille est en mode si Trump est président, c'est troisième guerre mondiale, c'est la fin du monde, etc. C'est les marchés, les marchés Davis, patati patata. C'est un agent de Poutine. Enfin, franchement, des trucs de fou. Et en fait, tu te rends compte que t'as la bulle de la télévision et de la radio. Et nous, on est dans la bulle Internet. Et dans notre bulle Internet, Twitter, c'est plutôt un biais favorable à Trump, sauf dans certains cas. Et dans la bulle télé et compagnie, bah ouais, c'est ça. Et dans le reste, t'as ce côté Kamala Harris. Et après, côté US, bah, je pense que les Américains, ils savent très bien ce qu'ils veulent. Et bah, ceux qui s'intéressent beaucoup à la politique ou qui font partie de la classe moyenne sont plutôt Trump. Et ceux qui sont plutôt dans un penchant, on va dire, de gauche, sont plutôt à Harris parce que pour eux, Trump, c'est un néo-nazi, c'est un facho, c'est un suprémaciste blanc, c'est un raciste, c'est tout ce que tu veux. Tu vois, il y a tous les mots. C'est un truc de malade. Donc, on verra. Et puis, on verra si le marché price ça, tout simplement. Mais moi, c'est surtout ça qui peut, pour moi, impacter le prix de Bitcoin et tout le reste. C'est si Harris est élu, je me demande si on va pas vouloir, enfin, c'est difficile, des scénarios possibles, mais je me demande si on va pas faire une sorte de flush, tu vois. Genre, si Harris est élu, je me demande si on va pas, genre, nuke le marché crypto, genre, à court terme. Que ce sera un type à acheter, tu vois, mais, enfin, ça changerait à la vision long terme qu'on a des cryptos, tu vois, au même moyen terme. Mais je pense qu'à court terme, ça peut surprendre un peu le marché et liquider beaucoup de gens. Notamment des longs. Enfin, j'ai du mal à penser à un gros short squeeze sur l'élection de Harris, mais peut-être que je me trompe. Donc, pour moi, c'est vraiment ça, en fait, qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui se passe si Harris est élu sur le marché. Parce que actuellement, c'est pas improbable, quoi. Enfin, c'est clairement pas improbable. C'est un coin flip, quoi. C'est pas comme si Trump avait 80% de chance de gagner. Donc, c'est un peu ça que je surveille et qui fait évidemment peur, je pense, aux gens dans la crypto, quoi. On va voir. Moi, j'avoue que je suis un peu inquiet si Harris passe, et pas que au niveau crypto, mais j'ai un biais. On va pas se mentir. Je sais que Trump est bizarre, il est pas tout blanc, il y a des histoires bizarres, il y a des gens qui ne supportent pas le personnage, je le comprends totalement. Maintenant, factuellement, c'est plutôt Obama et compagnie où tu vois des guerres et c'est pas sous Trump, quoi. Mais on va te dire oui, parce que Trump, c'est un agent de Poutine. Bon, bref. Moi, c'est plutôt sur le point de vue géopolitique que ça m'inquiète plus que Après, tu vois, le fait que Trump, il s'approprie Elon Musk, Musk, il possède Twitter, et que, genre, sur Twitter, on est vraiment une propagande full Trump, tu vois, il faut aussi regarder ce côté-là, tu vois. Et tu me diras que du côté presse traditionnelle, c'est peut-être plus Harris, où il y a une propagande dans ce sens-là, etc. Donc, en fait, faut juste doser, quoi. Faut juste doser et voilà. Et puis de toute façon, c'est pas notre pays, donc. Mais ça va. Qui on est pour avoir une opinion, sincèrement. T'as aucune idée de la réalité. T'as aucune idée de la réalité des Américains. T'as aucune idée de. Oui, mais il y a une politique. Il y a une politique. T'es pas américain, tu comprends pas, genre comment ce qu'ils ressentent aussi. Tu vois, genre en tant qu'Américain. Déjà, Russie-Ukraine. Rien que Russie-Ukraine a un impact directement sur notre économie. Trump dit moi président c'est terminado. En gros, on va aller voir Zelensky, on va lui dire tu vas lui donner un bout de terrain, machin, truc. Ça va commencer à négocier la paix beaucoup plus que maintenant. Parce que maintenant, il n'y a pas de paix. On y va pleine bille parce que si on laisse faire, c'est Poutine qui avance ses pions. D'abord, il prend l'Ukraine et puis après la Roumanie, la Pologne.
pour reconstruire l'ex-URSS. Donc tu vois, ça va vraiment beaucoup plus loin que la crypto. C'est vraiment évidemment, l'économie globale. C'est des élections présidentielles, donc évidemment, mais c'est juste que moi, en tout cas, tu vois, genre j'ai un penchant pour Trump, mais je garde en tête que, en fait, je suis un mec de la crypto avec certaines valeurs, mais que je suis pas américain, donc j'ai aucune foutue idée de. Non mais c'est vrai. Non mais c'est vrai. C'est honnête. C'est comme un putain d'Américain qui te donne une opinion sur les élections présidentielles françaises. C'est vrai. Alors, est-ce que t'en as pas absolument rien à foutre de ce qu'ils pensent, quoi. Enfin, ouais, clairement. Donc ouais. Voilà. C'est faire. Voilà, ensuite, au niveau des vidéos, toi, tu as sorti des petites vidéos récemment. Picsou, tu vas nous en parler. Mais avant ça, j'ai sorti... non, pardon. Aigri a sorti une vidéo pour nous parler d'OP4, de ce que Starknet compte faire par rapport à OP4, ce que ça pourrait apporter à Bitcoin, etc. Petit poulet que je vous invite à regarder. De mon côté, une interview avec Abdel où on parle d'Ethereum, de Starknet, de pourquoi tous ces layers 2 sont encore en stage 0 ou en stage 1 et pas en stage 2 pour ce qui est de la sécurité des fonds des utilisateurs, de la décentralisation, etc. Pourquoi on n'a pas tout de suite des réseaux de séquenceurs décentralisés où Abdel nous expliquait que ça n'a rien à voir avec un consensus d'un layer 1, tu es obligé de faire ça différemment pour les layers 2 et que c'est plus compliqué qu'on ne le pense, mais que ça avance. Et dans le cas de Starknet, justement, il va y avoir différentes étapes de décentralisation, mais je vais pas tout vous spoil. Du côté des grilles, alors moi, j'ai pas vu la vidéo, mais il nous fait un petit rapport sur ce qui se passe sur Base et son tech par rapport à l'IA, parce que tout le monde s'intéresse à l'IA. À côté des meme coins, c'est un peu ça qui fait bouger les marchés des cryptos, donc je vous invite vraiment à la voir. Et toi, Picsou, du coup, tu nous as sorti quoi cette semaine ? J'ai sorti une vidéo où je donne mon opinion sur le marché, et c'est à peu près tout. Il y a des interviews qui arrivent. Il y a une interview avec Mourad, le roi de Memecoin, qui devrait arriver cette semaine. Il y a une vidéo avec le fondateur de ZK-Sync qui devrait arriver. Stylé, ok. Et après, j'ai une vidéo avec le founder de Pudgy Penguins et Duel 2 Abstract qui va arriver. Et après, je négocie d'autres trucs, donc on verra comment ça se passe. Mais il y a pas mal de grosses interviews et tout qui arrivent. Mais pour l'instant, j'ai un peu focus sur le marché. Je vais pas te mentir. J'ai surtout envie de prendre moins de ton bag mon folio, ouais. Et puis te remettre en phase avec le marché pour pas raconter des bêtises, et c'est très bien. C'est ça. Ok. Voilà, donc on nous a sorti également un trade en partenariat avec Radix qui est un layer 1, je vais pas dire sous-côté parce que du coup c'est sponsorisé, vous allez dire le mec il est complètement cramé, mais en gros Radix ça existe depuis très longtemps. C'est un des layer 1 qui avait beaucoup fait parler de lui à l'époque des la bulle ICO, etc., 2017-2018. En fait, ils ont mis beaucoup de temps à le développer. Et là, ils sont en train de bosser sur une énorme mise à jour qui s'appelle Xian, qui va leur permettre de scale à mort et d'en faire un layer 1 premium, normalement, au niveau de Suaptos, etc., en termes de performance, mais aussi en termes de gestion des liquidités. Pour ce qui est de l'expérience utilisateur, pour moi, c'est un des meilleurs layer 1 que j'ai jamais vu, personnellement, parce que dans le cadre justement de cette campagne marketing, on avait sorti un article qui s'appelle RadQuest, et là je vous en parle, mais c'est vraiment moi qui ai envie de vous en parler, ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit sponsorisé, on leur a pas demandé de pousser dans cette émission, ça vient vraiment de moi. En gros, RadQuest, c'est quoi ? C'est installer notre wallet, faites des quêtes sur Radix, comme ça vous testez l'expérience utilisateur et en plus on vous donne des jetons. Voilà. Donc je l'ai fait et j'ai vraiment été agréablement surpris. Je me suis rendu compte qu'ils ont fait quelque chose de pas mal parce que là, en l'occurrence, tu peux utiliser ton navigateur Safari sur ton téléphone, t'as le bouton Connect Wallet et ça marche super bien. T'as pas besoin forcément d'ouvrir une appli Radix, etc. Donc stylé. Ils bossent aussi sur des gros benchmarks. Alors pour le moment c'est un testnet où tu vois de la grosse TPS et je sais que le CTO discute aussi avec Aptos, etc. pour créer un standard de comment on bench des transactions et arrêter de parler de transactions par seconde parce que comme on le sait en fonction de la complexité des transactions, tu n'auras pas du tout le même résultat. Et j'espère voir quelque chose comme ça. Donc n'hésitez pas à regarder. Je vous mets le thread en description. Et je vous le mets également dans le chat pour les intéresser. Voilà. Et puis, c'est à peu près tout. On vous a sorti une vidéo sur Cool Wallet. Je vous ai sorti une petite vidéo où on parlait de nos débuts en crypto avec Picsou. Et je tiens à vous rappeler que si vous n'êtes pas encore trop à l'aise avec le sujet des crypto-monnaies, à tout moment, vous pouvez aller sur le site de Coin Academy, qui là, en l'occurrence, charge un petit peu. Vous allez dans Academy, vous pouvez voir nos formations. Vous avez formation Bitcoin Ethereum, elles sont totalement gratuites et c'est des cours écrits qui vont vous permettre de comprendre toutes les bases pour pouvoir vous mettre aux crypto-monnaies, donc comprendre, utiliser,
acheter, etc. Vous avez toutes les bases qui sont là, c'est full gratuit, donc n'hésitez pas. Ça aussi, vous l'avez dans toutes les descriptions de toutes nos vidéos YouTube. Je voulais faire un petit rappel sur ce sujet-là. Et moi, je suis bon sur ma partie fonda. On peut enchaîner. Ouais, alors donne-moi un instant. Hop. Hop, attends. Est-ce que j'ai rien loupé? Ok. J'ai partagé mon écran. Hop. Est-ce qu'on voit mon écran? Oui. Ok, nickel. Bah écoutez, pour vous parler de BTC, honnêtement, c'est un peu complexe dans le sens où d'un point de vue mensuel, toujours au-dessus de notre dernier all-time high, enfin en termes de clôture, on pump. Ce qui est assez surprenant, honnêtement, c'est le fait qu'on n'ait pas fait d'ATH, enfin on s'en est extrêmement approché. Et du coup, ça nous met un peu dans une... Enfin, j'ai du mal à croire qu'on ne prenne pas l'ATH déjà, c'est le premier point. Mais... et qu'on ait un retournement avant avoir pris l'ATH d'une certaine manière. Mais ce qui m'embête un peu, c'est le fait que, en soi, tous les highs dont je parlais depuis mes dernières vidéos, enfin depuis des mois en soi, en live, en vidéo, etc., on les a chassés, à part celui du all-time high. Et que derrière, en fait, on a juste un rejet assez moche. C'est-à-dire que si on regarde d'un point de vue pur range, tout simplement ici, on a notre range ici entre les 60K et les 71 et quelques. Ici, on chasse tous les highs, on prend pas la TH, mais surtout, pour l'instant, on est en train de clôturer le weekly en dessous de ce niveau ici, qui correspond en fait à la borne haute du range dans lequel on est et dans lequel on a fait du flipper en soi. Donc c'est un peu chiant parce que j'aurais bien aimé qu'on flippe cette zone ici en tant que support et qu'en fait juste on parte à partir de là, chose qu'on n'a pas faite. Et ensuite je me suis dit que en fait on peut avoir un retest un peu plus profond où justement on va chercher cette box jaune ici qui correspond à la dernière résistance ici en weekly, au dernier high, etc. Et on est en train de retester celle-ci. Et en fait ce qui me fait un peu peur, c'est est-ce qu'on va pas vouloir essayer de prendre le marché à revers pré-élection pour casser la gueule des gens qui sont en position en fait. Et honnêtement, c'est ce dont je parlais avec Boubou. En weekly, il n'y avait pas beaucoup de clôtures weekly qui étaient aussi dégueulasses. C'est-à-dire que dans les clôtures weekly qui auraient pu être encore plus dégueulasses à mon sens, c'est le fait que justement on prenne ce high, donc le all-time high, et qu'on clôture ici. Donc la deuxième clôture assez terrible qu'on a actuellement, c'est celle qu'on risque d'avoir, c'est tout simplement qu'on prenne pas le high, mais toujours qu'on clôture en dessous de ce niveau weekly, etc. Donc c'est une situation extrêmement dégueulasse où on chasse plein de high, on réintègre le range après avoir essayé de s'en émanciper. Et maintenant, en fait, ça dépend de ce que vous voulez défendre. Si vous voulez défendre la tendance weekly, enfin la tendance daily, excusez-moi, la tendance daily, vous allez vouloir défendre ces lows ici. Et donc en soi ici, ça crée tout simplement la meilleure localisation pour défendre ces lows et poursuivre cette tendance daily. Mais le truc, c'est que en weekly, est-ce que ça, c'est du coup le dernier higher low? Est-ce que c'est véritablement ça? Donc, en fait, c'est ultra confus à mes yeux. C'est ultra confus, j'ai pas d'opinions qui sont fortes et c'est plutôt rare. C'est-à-dire que en mensuel, tout va bien. Certes, on a fait un truc un peu dégueu, mais voilà, on est toujours dans notre range, c'est ok. En weekly, on fait du coup toute cette chasse-là, on clôture en dessous, on flippe pas cette zone en tant que support, et on va avoir une clôture avec une énorme mèche, ce qui est un peu dégueulasse. Et en daily, si on défend pas cette zone et qu'on défend donc pas ces lows ici, en fait, on renverse la dynamique daily en fait. Donc, sincèrement, je sais pas. Et c'est rare. Enfin, c'est rare que j'ai pas une opinion forte. Le truc sur lequel j'ai peut-être l'opinion la plus forte actuellement, et encore, c'est le fait que, en fait, on va probablement enculer tous ces lots tous ces creux sur Ethereum. Je veux bien qu'on chasse pas des lots, mais là, on en a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Avec un Ethereum qui est extrêmement faible face à BTC, qui continue de dump. Donc moi, j'ai du mal à imaginer que ces lots ne vont pas se faire prendre. Après, si BTC, vous allez me dire, rebondit ici en daily, et qu'on défend notre trend, peut-être que ça va, on va pas chasser sur Ether, mais est-ce que vous avez envie de long Ether avec autant de lots à chasser? Franchement, non. Est-ce qu'on a envie de long BTC ici, pré-élection? Franchement, non. Enfin, si vous voulez défendre la tendance daily et que vous en foutez des élections, en vrai, pourquoi pas, hein. Mais c'est juste que j'ai l'impression que toutes les décisions qu'on va prendre pré-élection seront forcément des décisions de merde, en fait. Donc, et même du côté de Solana, ce qui m'embête un peu, c'est que cette zone ici, c'était une zone où on avait plein de high à chasser,
finalement on les a chassés, mais surtout on a flip cette zone en tant que support. Et je veux bien que, en fait, ici, cette zone, globalement ici, on la reteste ici après avoir chassé beaucoup de lots. Enfin, ça fait sens. On accumule des lots, on reteste en daily ce niveau-là, on a envie de le tenir et repartir, ok. Mais à ce moment-là, pourquoi chasser une troisième fois? Pourquoi retester encore ce niveau, sachant qu'on a déjà eu cette chasse de lots, ce qui fait que, en fait, honnêtement, j'ai envie d'être dans aucune position actuellement. Ce qui était très loin d'être le cas plus haut. D'ailleurs, sur Solana, moi, j'envisageais plus quelque chose dans ce style-là. C'est-à-dire que certes, on était ici, mais j'envisageais un retracement pour derrière retester ce niveau de support, conserver ce lot, le défendre et derrière repartir de plus belle. Donc en fait, en soi, en dynamique daily, ça changerait rien parce qu'on fait toujours nos creux de plus en plus haut et nos sommets de plus en plus haut et on continuerait. Sauf que là, en fait, en daily, à moins que BTC se mette à pump de zinzin et tout, je me demande s'il n'y a pas un renversement sur Solana. Donc, en fait, tout ce que je vois, ça me met dans une situation qui est inconfortable, honnêtement. Le seul truc qui me donne envie de long actuellement, c'est peut-être BTC, dans le sens où, encore une fois, on défend cette tendance daily, on défend les EMA, on défend le W qu'on a fait ici, on défend les higher lows ici, enfin les derniers lows pour faire des higher lows. Et c'est une zone en weekly qui est intéressante, mais est-ce que tu as envie de long une clôture hebdo comme ça? Je me dirais que, possible, hein, mais honnêtement, moi, cette clôture weekly, elle m'inspire pas du tout. Et donc, moi, j'ai coupé mon long sur Solana, j'ai coupé mon swing sur Ether, et maintenant j'attends. Et tout ce que je peux faire, honnêtement, c'est attendre les élections. Franchement, c'est comme j'expliquais en fait sur Twitter. Je disais qu'on allait avoir une volatilité extrême avant les élections sur les predictions market, donc surtout sur Polymarket, DYDX, etc. Mais du coup, la conséquence de ça, c'est qu'on peut aussi avoir une volatilité extrême sur BTC. Et actuellement, je suis pas du tout inspiré. Et franchement, je sais pas trop quoi en penser. Honnêtement, la clôture weekly m'a énormément surpris. Alors peut-être qu'on va juste pump et clôture au-dessus des 71 300 d'ici 4 heures. Hein. Mais franchement, je suis pas du tout inspiré. Le seul truc à la limite qui peut m'inspirer, c'est le mensuel, où on se dit que en fait, on a retesté ce niveau ici, des dernières clôtures et dernières résistances en mensuel, et que donc ici, on joue un flip de cette zone ici en tant que support sur le mensuel pour derrière continuer plus haut. Sachant qu'en mensuel, en soi, pour moi, il y a rien à signaler. C'est vraiment le weekly qui je trouve dégueulasse actuellement, et le daily qui est un point critique et qui doit répondre maintenant, sinon on va perdre la tendance daily. Donc ce qui fait que en fait, j'ai pas de biais fort parce que j'ai pas le même biais j'ai pas les mêmes convictions sur le mensuel, sur le weekly et sur le daily, contrairement à ce qu'on avait à partir du moment où on a commencé à accélérer autour des 65-66. Donc pas du tout inspiré, je pense que je vais strictement rien faire avant les élections. Et pour ce qui est des alts, en fait, elles se sont fait cartonner la gueule. Si je regarde Jito, on est sur un moins 10%. Sur Redium, on dump alors que c'est un des assets les plus forts. Ape, on a retracé tout le pump. STX, on se mange aussi un moins 10%. Doge, qui est aussi intéressant parce qu'en soi, Doge, est-ce que c'est pas l'ultime bet sur Trump? Parce que t'aurais un Trump qui aurait le ministère le ministère de Doge, c'est l'efficience des dépenses budgétaires gouvernementales de mémoire. Mais sincèrement, il y a rien qui m'inspire. C'est du jamais vu, hein, mais tout ce que là mon cerveau rationnel me dit, c'est de probablement rien faire avant les élections. Et d'attendre idéalement davantage encore plus de faiblesse sur Ether pour qu'on chasse enfin ces lots et que derrière on reteste le niveau mensuel des $2000, et à ce moment-là qu'on a une entrée un peu plus sereine où en fait on a tous ces lots qui sont chassés et peut-être un setup un peu plus sympathique. Mais pour moi, vraiment long Ether ici avec tous ces lots, mentalement je n'y arrive pas. C'est vraiment une épée Damoclès qu'on a au-dessus du crâne. Après vous allez me dire oui, c'est une sorte de triangle ascendant, on défend les lots, je crois pas, mais moi juste j'ai pas envie de me mettre dans ces bourbiers là. Donc sincèrement pas très inspiré. On peut peut-être regarder un petit peu ce qui s'est passé d'un point de vue ETF, où c'était quand même assez intéressant. Du côté de BTC, on a eu quand même une journée à un peu plus de à 900 millions, dont 872 du côté de BlackRock. Donc ça c'est tout simplement phénoménal. Et encore une fois, le record des inflows sur le top de BTC, avec du coup des inflows aussi sur Ether, mais c'est vraiment minuscule. Donc franchement, RAS, je pense que c'est la masterclass où j'ai le moins d'opinions sur le marché. Je sais pas vous dans le chat si vous avez des opinions qui sont bien plus fortes, etc. Mais sincèrement, j'ai vraiment du mal. Hein. Vous avez une opinion, les gars? Donc ne rien faire jusqu'à mardi, mercredi, du coup. Ou jouer la volatilité peut-être, j'imagine, si... Ouais, c'est...
prendre des options pour long la volate ou je sais pas, un truc comme ça, mais même pas. Franchement, je pense que je vais juste rien faire et attendre les élections pour avoir davantage d'informations et surtout que en fait BTC soit moins affecté par ça à court terme ou du moins qu'on ait peut-être un peu plus d'idées d'où on va, mais la clôture weekly, elle m'inspire pas du tout. Le daily, faut le défendre, mais ça m'étonnerait même pas qu'on ait un méga dump pré-élection, comme ça m'étonnerait pas qu'on ait un méga pump. Enfin, franchement, j'ai pas d'opinion là actuellement. J'ai pas d'opinion. Je suis très surpris de la gueule de la chart actuellement. Le point positif, c'est qu'on aurait pu prendre le all-time high et à ce moment-là, si on avait pris le all-time high avec un gros rejet, ça aurait été encore plus dégueulasse. Mais là, on l'a pas, donc et puis le mensuel est toujours bull, mais en même temps, on a tous ces trucs-là, donc franchement, je suis mitigé, j'ai pas forcément quelque chose à apporter cette semaine. Mais toi, du coup, là, quelqu'un qui est dans le marché, qui est sur les alts, tu leur dirais peut-être de sortir pour éviter les pertes ou de ne rien faire et attendre. Là, imaginons que tu as plein d'alts, tu ferais quoi, toi? Franchement, déjà, c'est pas mon cas, mais franchement, soyez alignés avec ce pourquoi vous avez pris la décision d'acheter. Donc, si vous êtes investisseur, en vrai, ça change rien. Vous allez hold votre spot. Franchement, rien à faire. Si vous êtes sur les dérivés, soyez prêts à vous faire chasser, peu importe le sens, parce que la volatilité va exploser. Mais comme le disent dans le chat, RAS, on rejette sur la borne haute du range, ça avance sur résistance. En vrai, logique. C'est juste qu'en vrai, on avait tellement de momentum et en fait, ce qui me fait un peu peur, c'est genre qu'on se retrouve dans une situation où on chasse ses lots et donc on passe dans une dynamique un peu baissière en daily, mais que ce soit en même temps la meilleure localisation d'un point de vue weekly. Enfin, en fait, j'ai vraiment l'impression que les élections vont juste enculer la chart, peu importe le sens, et juste run no stop en fait. Donc, si vous êtes en spot, moi je dirais juste de rien faire et d'attendre. Si vous êtes sur les dérivés, soyez au courant que vous pouvez vous faire chasser très fortement avant les élections, vu que la volatilité, je pense, va être assez forte, quoi. Donc, et après, pour ce qui est des alts en soi, si je prends du recul, elles sont atomisées vs BTC, elles sont atomisées dans tous les sens. Donc ça, c'est le top. Tout ce qui est en dehors du top 10 en pair BTC, c'est juste un dump constant. Ça, c'est genre tout ce qui est en dehors de BTC Ether en pair BTC, c'est du dump constant. Donc, franchement, franchement, pas très intéressante mon intervention, mais je vais pas vous mentir, j'ai pas envie de me forcer à dire des trucs. Si, elle l'est. Tu nous dis, franchement, si c'est pour faire de la merde, autant rien faire. Ouais, c'est ça, honnêtement. Franchement, c'est très bien. Il y a un mec qui a dit ouais, je veux pleurer là. Non, pas du tout. Mais c'est juste que on veut voir du up only, on veut voir une tendance forte qui est défendue, c'est ce qu'on a eu jusqu'à maintenant, etc. Et en fait, j'ai un peu l'impression que genre pré-élection, on pourrait faire ça. Enfin, post-élection, on pourrait faire ça, ou en tout cas avant les élections, on pourrait run largement les stops, voilà. Et en soi, tu pourrais donner tort à des scénarios daily et peut-être weekly, mais donner raison à ton setup mensuel. Donc franchement, je préfère juste rien faire, en fait. Je préfère juste attendre que le gros de la volate passe pré-élection et ensuite, après, on reparle. Mais là, j'ai juste l'impression que ça va juste aller dans tous les sens pour baiser tout le monde, quoi. Et j'avais pas du tout cette sensation avant. Et je suis pas en attel mental, honnêtement. Je réfléchis à ce que je peux vous dire de sensé et voilà. Mais moi, la réalité, c'est que j'ai coupé Ether, j'ai coupé Sol, j'ai coupé une partie des longues sur BTC. Peut-être que c'est une erreur, mais je préfère dormir sur mes deux oreilles avant les élections, honnêtement. Et en vrai, j'aurais dû clôturer avant. En vrai, j'aurais dû clôturer avant les élections, sachant qu'il y avait avoir cette volate. Donc, un peu une erreur de ma part, en vrai, pour le coup. Est-ce que tu veux qu'on discute un petit peu de ce que Aigri avait en tête? Tu veux voir d'autres points sur la partie AT, vu qu'on a Aigri qui est avec nous? Ouais, en vrai, je suis plutôt chaud de parler plus fonda. Parce que d'un point de vue AT, honnêtement, je vais te dire, ça dépend de BTC. Et BTC, j'attends de la volate, mais je sais pas quoi faire. Donc, on va être un peu bloqué, quoi. Bah écoute, t'avais préparé des trucs ou pas, toi, Thomas? C'était pour vous parler vite fait de l'IA sur Base. Vous montrer 2-3 trucs. J'ai vu que tout à l'heure, j'ai parlé des agents IA sur TikTok avec des cheveux bleus. Vous saviez pas trop qu'est-ce que c'était ce bourbier. Donc, hop, je vais partager ça. Faudra juste que Léo affiche. Ouais, je le fais. Bon. Hop, voilà, on voit ton écran. Parfait. Du coup, ce qui s'est passé sur Base, gros focus sur l'IA, que ce soit Jesse Pollack à la tête du layer Base et du Coinbase Wallet, que ce soit Brian Armstrong aussi en lui-même, donc le CEO de Coinbase. Ils ont push l'IA à fond et ils ont créé ce qui s'appelle du coup les Based Agents. Donc ça date de la fin du mois d'octobre. Et donc, c'est ce qui est à l'origine de toute la hype sur Base avec l'IA. Donc, Base Agent, en fait, c'est très simple.
c'est littéralement ces lignes de code-là. Vous lancez votre agent IA et vous lui donnez des fonctions à faire. Il fonctionne après de manière autonome et tout ça. Mais donc du coup, cette facilité pour lancer des agents IA, ça a forcément créé directement des protocoles qui se sont lancés. Il y en a deux qui sont live et qui ont très bien fonctionné. Le premier, c'est Virtuals.io, celui que vous avez là. Avec le plus gros des agents IA qui est dessus, c'est littéralement Luna, d'ailleurs, qui a fondu sur le dump, là, dis donc. Il a pris moins 50% en 24 heures, ça c'est fou. Et donc du coup, ça, c'est quoi? En fait, si vous cliquez sur Luna, sur l'application Virtuals, vous allez le voir, elle est en live là en gros, ça, le live que vous voyez à ma droite, c'est le live qu'il y a aussi sur TikTok en même temps. Là, il est sur l'application, D'accord. mais en gros, ça fait un live TikTok. Ça a 500 000 followers sur TikTok. Voilà, qu'on se met d'accord, parce que ce genre d'idol au Japon et dans les communautés asiatiques, c'est genre ultra répandu. Chez nous, en France, c'est quelque chose qu'on a moins, c'est pas notre culture, etc. Mais donc Ouais, ça a sauf pour déjà les pédophiles. Sauf pour les pédophiles. Voilà. Je voulais Mais dire du un truc coup- de dégueulasse, c'est obligé. Vas-y, continue. Et donc du coup, ça a complètement explosé. Le truc a complètement run. Il est monté à 200 millions de market cap. Vous avez la charte là. 200 millions de market cap pour cet agent IA. Et pourquoi est-ce que les gens spéculent? C'est qu'en fait, ces agents IA, ils sont connectés à ça fonctionne par des API et en fait, on peut les connecter à toutes les plateformes qui gèrent des revenus. Que ce soit TikTok, ça finance à travers la publicité, etc. Et du coup, les gens spéculent sur le fait que ça puisse générer des thunes. Et je vous le montre avec un thread que j'ai trouvé, donc c'était sur ça. Un thread qui nous explique en gros le pourquoi du comment les gens spéculent dessus. C'est avec ce graphique. En fait, vous avez votre agent IA qui est branché à toutes les applications qui créent des revenus. Et en fait, les revenus alors ça c'est la théorie bien sûr, les revenus qui sont générés dans l'idéal sont reversés au holder du token de l'IA en question et aux gens qui ont contribué à créer le modèle avec le LLM, avec toutes ces choses-là, etc. Donc évidemment, le marché s'est complètement envolé là-dessus. Luna qui est là, ça a touché donc les 200 millions. L'application Virtuals, ça a touché le demi-milliard de market cap. Si je vais sur CryptoRant rapidement, et que vous cherchez du coup le token du projet, c'est Virtual. Franchement, très honnêtement, le truc a complètement explosé. Je vais vous montrer les metrics ensuite, vous allez voir, c'est terrifiant les metrics. Le truc, voilà, complètement run. Il est passé de 3 centimes à 50 centimes et il a top c'était 500 millions de market cap. Et donc du coup, quand vous regardez les metrics, par exemple sur Dune, alors ça c'est un des dashboards que j'ai trouvé, mais en fait on se rend compte que c'est beaucoup de surspéculation, mais vraiment abusive. Genre il y a eu 520 IA qui ont été launch, ça a généré 3000 $ de revenus pour le protocole, etc. Et ça montre juste la surspéculation qu'il y a eu sur ce truc-là. Et très honnêtement, c'est juste que pour moi, c'est le début de l'IA sur Base et des applications avec des agents IA, etc. Il y a beaucoup de choses qui vont être beaucoup plus qualitatives et qui devraient se lancer, etc. C'est juste que eux, ils ont été les premiers, ils ont lancé le truc en mode bon, on y va, on prend le marché et on voit ce qui se passe et tout ça. Et petit fait intéressant, c'est qu'en fait, Virtuals, pourquoi est-ce qu'ils ont pu se lancer directement? C'est qu'avant, ça s'appelait Path.io. J'ai trouvé ça sur CryptoRank quand je faisais mes recherches. Et si on cherche Path.io rapidement, et en fait, on se rend compte que c'était un projet métaverse de 2021 qui s'est fait exploser. Genre, le truc a vu le jour, il est allé à la cave directement, il a jamais vu le soleil. Et en fait, c'est la même team. Et quand on va sur le LinkedIn des teams, etc., on se rend compte qu'ils bossent dessus depuis 2021 parce que justement, à la base, c'était ça. Donc orienté métaverse, et quand vous allez sur CryptoRank et vous cherchez Path.io, on se rend compte que le truc s'est fait complètement atomiser. Voilà, je vous montre ça, complètement terrifiant. Le truc, tout s'est lancé et le truc a juste dump en boucle. Les gens qui ont investi, que ce soit la seed ou les ICO qu'il y a eu ensuite sur Virtuals, du coup ce qui s'est converti pour Virtuals, même les gens sont en perte, bref. En soi, les idées sont trop bien. L'idée de se dire qu'on peut créer des agents IA qui sont autonomes, qui font du trading, etc., ça c'est trop bien. Sur Base, c'est une simplicité pour le faire qui est folle. On a Creator.bid qui permet de faire la sienne. En 1 minute, vous allez lancer votre truc. Vous en faites ce que vous voulez. Il y a un airdrop à farm là-dessus, mais vous faites ce que vous voulez avec ça. Juste, voilà, vous créez votre photo de profil, vous dites, OK, toi, tu dois faire ça comme commande, etc. Et vous avez un chat GPT qui permet de lancer votre token IA, tout simplement. Et je trouve que la simplicité avec laquelle on peut le faire, c'est vraiment bien pour le grand public et comprendre et lancer des trucs intéressants, pourquoi pas. Mais évidemment, les trucs qu'on a vus en premier, c'est des Luna, voilà, des IA sur TikTok qui font des lives et voilà. Et puis ça coûte beaucoup trop cher par rapport à ce que c'est
À mon humble avis, bien sûr, ça représente, ça se trouve, le marché va envoyer ça à 10 milliards et je me trompe et tout ça. Mais c'est voilà, la surspéculation sur Base qui s'est fait autour de l'IA. On a aussi des trucs qui sont mintés à partir de Zora, notamment celle-là qui s'appelle Aether. Hop, si ça veut bien charger, hop, qui a généré 200 000 $. Ouais, ça a un petit peu fondu depuis hier, il a perdu 10K, mais ça a été un mint sur Zora par exemple, qui s'est lancé sur Farcaster, donc le réseau social décentralisé de Base, et qui a généré voilà 180 000 $. C'est monté jusqu'à 200 000 parce qu'il fait du trading, voilà, il vend, il achète, et il fait ses trucs on-chain. Donc voilà, c'est des choses qui sont pas inintéressantes, et ça montre que Base va avoir ses agents IA qui vont se lancer. Et Spectral qui est pour moi le projet le plus qualitatif et qui va lancer sa V2 au mois de novembre sur Base. Encore une fois, il y a un token qui est live, je vous dis pas de l'acheter, vous faites vos propres recherches, il y a des vidéos qui sont très bien sur YouTube, notamment la vidéo de Victor Crypto sur YouTube qui parlera de Spectral, très très bien, il y a une très bonne vidéo qui est bien complète. Mais voilà, il y a des projets autour de l'IA sur Base et c'est pour ça que j'en ai fait une vidéo, c'est que je pense très honnêtement que ça va être un narratif, ou en tout cas que Base s'inscrit dans les bons narratifs et que ça va profiter au layer 2, surtout qu'ils ont la puissance sur la chaîne et qu'ils vont améliorer encore plus pour faire des TPS, des transactions et accueillir beaucoup de gens et beaucoup d'IA en plus. Donc c'était le but de ma vidéo et voilà, je vous le présente rapidement pour tous ceux qui ne connaissent pas et qui n'ont pas vu ma vidéo, etc. Comment tu fais ta veille de l'écosystème Base? Comment t'en es arrivé à ces recherches-là? Moi, grosso modo, sur Twitter, je follow Jesse Pollack et j'apprécie beaucoup ce qu'il fait dans l'écosystème Base. Et en fait, c'est que je me rends compte que toutes les semaines, dans notre groupe et sur ce que je produis en live et dans les contenus, toutes les semaines, je me rends compte que sur Base, ça avance. Et en fait, il y a un moment où je me suis dit, putain, sur YouTube, c'est quand même fou, il y a personne qui a analysé l'écosystème Base, genre en profondeur, et pourquoi est-ce que ça avance si fort, etc. Et du coup, en fait, je commence à faire mes recherches. Donc, je sais qu'ils implémentent des trucs sur la technique, sur les preuves de fraude, sur l'augmentation des TPS, etc. Et en fait, je pousse, et je me rends compte qu'il y a un développeur qui parle de l'IA, 2 développeurs qui parlent de l'IA, et je tombe sur les Base Agents qui sont live depuis une semaine, et du coup, je me rends compte que du coup, il y a des protocoles qui fonctionnent. Alors évidemment, j'ai pas été dans le train parce que quand j'ai fait mes recherches, j'ai pas pu choper Virtual avant que ça se lance, et les gens étaient bien au courant avant moi. Mais du coup, en fait, je me suis dit, ok, mais du coup, ils s'inscrivent dans les bons narratifs, c'est intéressant, il y a des applications qui se lancent. Est-ce que tout est qualitatif? Certainement pas. Mais par contre, c'est des concepts qui sont intéressants et des concepts qui peuvent plaire aux gens. Et là, on parle de, grosso modo, d'IA de Golemon, des trucs qui sont pas très intéressants, mais j'ose espérer que, c'est toujours pareil, j'ose espérer qu'il y aura des choses qualitatives qui vont se lancer, et ça fait partie des projets à suivre. Est-ce que c'est Virtual qui va marcher? Je ne sais pas. Est-ce que c'est même un truc qui n'est pas encore live? Je ne sais pas. Mais par contre, les recherches sur Base, en tout cas, quand vous vous intéressez à tout ce qui se crée sur Base, que ce soit Jesse Pollack, qui est même, il y a énormément de développeurs, on pourrait parler de beaucoup de gens, on se rend compte que ça fonctionne, enfin ça build très fort, les mecs sont tout le temps là, tous les jours il y a de la communication, ça crée des trucs, ça va dans tous les endroits du monde pour onboard des gens on-chain, et j'ai trouvé ça vraiment formidable, et le fait que l'IA soit au centre de la stratégie de croissance, j'ai trouvé ça d'autant plus fort, et c'est pour ça que je l'ai partagé aux gens. Mais c'est bon d'avoir fait Base et IA, on est en plein dans ce qui peut marcher, dans un marché justement qui fait peur. Les bêtes sont bons. Est-ce que tu avais noté d'autres choses ou est-ce qu'on clôture l'émission sur cette note-là? Pour moi, on est tout bon. Super. Bah écoutez, parfait. Merci à toutes les personnes d'être passées aussi sur le live, ça fait vraiment plaisir. Je crois qu'on était un peu plus de 1000 sur une bonne partie de l'émission, donc c'est juste trop beau. Merci à tous pour ça. Et je laisse à Thomas le mot de la fin. Moi, je suis un éternel optimiste dans la crypto. On va pas encore saper mon moral. Moi, tout ce que je sais, c'est que peut-être à court terme on dump, mais peu importe le président, j'ose croire que le cycle est pas terminé. Continuez d'avoir vos convictions. Continuez d'avoir vos convictions. Ça payera ou ça payera pas. Si on se voit, on est tous ensemble et on finira tous dans le même McDo. Il y a pas de problème. Voilà, juste restez positif. Il y a énormément de choses positives qui se créent dans l'écosystème, même si on vanne les agents IA de Golemon et qu'il y a beaucoup de merde et que les alts se font défoncer. J'ose espérer que les temps seront meilleurs peut-être un jour. Donc gardez le positif et il y a plein de choses qui se créent. Donc voilà. Puis on est quand même à 68 000 $ sur BTC, si on a vu bien. Ouais, clair. C'est clair. Bah écoutez, on se refera de temps en temps des petites sessions à 3, parce que c'est vrai que c'est le dimanche et t'as ta vie bien, aussi déjà d'une part. Ça complète les choses un petit peu, on voit des choses un peu différentes. Enfin moi j'avais vu genre une bonne partie de ça, mais plus en surface sur Twitter. Tu vois, moins en pratique et tout. Et donc c'est cool d'avoir des gens aussi qui disent toutes ces choses qu'on voit un petit peu en surface sans qu'on ait jamais le temps en vérité de checker ça. Donc voilà. Merci beaucoup Igri d'être passé. Franchement c'était très cool et au plaisir de refaire un petit live à 3.
à l'occasion. C'était top. Avec grand plaisir. Et pour ceux qui nous écoutent, du coup, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour pousser la chaîne, nous soutenir. On vous répond bien sûr. On regarde tous vos commentaires au milieu des bots où on supprime les messages parce que c'est insupportable. Le nombre de bots en ce moment sur YouTube est absolument insupportable. 0xY sur YouTube, CryptoPixel sur YouTube, Capet Crypto sur YouTube, la chaîne de Coin Academy aussi. On est présent sur Twitch régulièrement. Et on se dit à très vite pour une nouvelle émission. Ciao tout le monde. Tchuss. Ciao la team.